parce que c'est les... Nous, les linguingues dans les discours. On a toujours dans les bocans, quoi. Ils savent pas que c'est parce qu'on est sur le plateau de télé que nous, on n'oublie pas les Français. Sinon, tiens, voilà, tu vois, tous nos mots qu'on a l'habitude de dire là, on a tout un dictionnaire ici. Alors, on a toujours dans le boccan. Tu sais, est-ce que tu connais la phrase « Les oiseaux se cachent pour mourir en aussi ». Tu peux dire ça? Toi aussi. On dit ça comment? Les cotocolis, flambeau, et puis idiot. Sinon, il y a l'autre version plus soutenue. Les cuits se groupent pour Jack. Non mais attendez, vous êtes encore là? Non mais sérieusement, vous pouvez pas rester là comme ça, claironner, à cabotiner. C'est pas sérieux, voilà, faudrait être sous le joug de l'exemplarité. Brice, quand même, diantre. Oh là là, franchement. Fiston, il nous parle les fleurs. Il y a un jour dans comment il va la dire toi. Il a dit un jour, j'ai lancé truc sur lui, il a dit ça non? Il faut cabotiner. Je les ai ratés. Depuis là, vous êtes assis, vous parlez de quoi? Quand je parle gros français comme ça, Brice veut enlever son boubou là pour manger. À tout à l'heure sur le plateau. Oyez, on est content de savoir que vous êtes là comme tous les soirs. Bonsoir chez vous à la maison. Merci de choisir les programmes de Live TV. Bonsoir Isabelle. Bonsoir Brice, bonsoir la team. Woman in Bonsoir à Black vous. ce soir. Oui, Ouais, femme en noir, c'est bien. très classe. Très Oui, classe. ouais, Ouais, ça fait classe. Veste croisée, tailleur, Ouais, croisée. j'ai sorti la veste. Hein. C'est très bien, très bien. On lui a donné une robe au dressing. Elle dit non. Kevin. En fait, toi, tu es là pour sortir tout ce qui est à vie. Parce qu'on est parti s'échanger ensemble. Ah oui. Non. Et Cynthia, qui est l'assistante styliste, lui a proposé une robe très belle au demeurant. Hein. Isabelle dit non. Elle préfère une veste. Mais est-ce que c'est pas joli? Mais c'est son choix, c'est Je n'ai pas. Non, j'explique à notre téléspectateur. Hier, tu as expliqué pour Brice. Oui, non, c'est à pour cause de lui. lui, c'est à cause de lui. En tout cas, pendant que tu as d'expliquer, la passe à tomber sur nous hier. Pourquoi il va vous suivre au dressing? Bonsoir Kevin, comment ça va? Bonsoir, ça va et toi? Bonsoir, tout le monde. très bien. Rayana assis, bonsoir, comment allez-vous? Bonsoir Brissano, ça va Elle est bien très bien magnifique, et votre toi? robe. Merci, c'est très gentil. En rose? Ouais, fuchsia, c'est ça? Oui, c'est ça. Un En peu. octobre rose. Tu es très beau Brice ce soir. Merci Rayana, merci beaucoup. J'aime bien cette couleur. Merci Rayana, merci beaucoup. C'est ce qui justifiera que bientôt, vous serez à mes côtés, contrairement à d'autres dans le coin. Bonsoir Daouda, comment ça va? Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Waouh. Rayana, tu vas bien? Daouda le soir. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Daouda Choko. Non, mais en fait, il m'arrive. Histoire de le petit Robert. Non, mais cette histoire des petits Robert là, si quelqu'un n'est pas moi dedans, vous n'allez pas arrêter de prendre nous pour envoyer là-bas. Monsieur Élisée Boulogbo, toujours droit dans ses bottes. Bonsoir, comment ça va Élisée? Bonjour Brice, je vais très bien. Bien. Très bien, par la grâce de Dieu. Ouais. Je rappelle que votre challenge, c'est de continuer pendant toute la saison à nous sortir un mot. Si vous sortez un seul mot qui n'existe pas, eh bien, vous paierez 100 000 et vous serez au coin, consigné. Les amis, on est très heureux de vous savoir. Et puis le numéro de téléphone, hein, bien sûr, qui va s'afficher. Si vous êtes quelque part, que vous nous regardez, eh bien, passez-nous un petit coup de fil en début d'émission pour nous dire que vous êtes là, vous nous regardez et ce que vous faites pendant que vous regardez la télévision. Pendant ce temps, j'ai l'image du jour, en tout cas dans ma grande révision avant l'image du jour, j'ai une image pour vous. Et vous me direz à quoi cette image-là vous fait penser. Attention, 3, 2, 1, this is l'image. Le pont de Gaulle? Le pont de Gaulle? Oui, vous T'as pouvez pour la voyer. première fois depuis combien? Non, attends. De De Gaulle. quoi vous faut voyer, c'est Dieu quel au juste. Non, dans le cas, c'est un pont. C'est soit de Gaulle, soit Oufoué. C'est sûr, c'est un Non, mais pont, oui, ça, c'est sûr. ça, c'est donc, évident. pont de Gaulle. Vraiment, ça pourrait pas être un bateau. Oui, ça Voilà. C'est évident que c'est un pont, mais lequel en fait? C'est le pont de Gaulle. C'est le pont de Gaulle. Voilà. C'est le pont de Gaulle. Vous êtes sûr? À 100%. Moi, j'ai vu dans les commentaires de ce truc-là, il y a un gars qui a dit c'est un pont bascule. C'est ça? Quelqu'un dit ça? Oui. Non, c'est le pont de Gaulle. Aujourd'hui, Mais donc, pourquoi tu lui dois demandes avoir un s'il est cadeau en sûr principe. alors? C'est Oh. vrai, Daouda, vous aurez un cadeau. Mais Brice, toi, tu Non, me dois des cadeaux. c'est ce qui hein. était avant le pont de Gaulle ou c'est le pont de Gaulle? Non, c'est ce qui Tu est- ne vas rien changer à ça. Non, C'est le c'est pont pas- de Gaulle. Non. En fait, Élisée, vous êtes en train de nuancer. C'est ce qui va devenir le pont de Gaulle. Voilà, c'est C'est ça, ça c'est pas le pont de Gaulle. En attendant, tu nous dois des cadeaux, Brice. Oui, Rihanna. Je m'en souviens. Le faillot. Et vous aurez vos cadeaux. Je vous ai déjà donné les cadeaux, Rihanna. Tu as eu des bougies. Non, c'était C'est Kevin. Kevin a eu des bougies. Toi, tu as eu le Un le magazine, Life. ouais.
tu as au moins eu ça. Nous, on n'a pas encore eu. Ah, moi, j'ai pas encore eu de gâteau. Hein. Voilà, donc pendant Ni de que gâteau, nous, ni de on- cadeau. on- Ni de on n'a gâteau, pas ni de gagné. cadeau. Ben non, en fait, pour le principe, Isabelle, c'est quand on trouve les images qu'on a des cadeaux. Toi, tu n'as rien D'accord. compris. Tu viens d'arriver, tu es pressé. Tu viens d'arriver, Oublie tes facs, tu as venu nous trouver nous-mêmes qui avons gagné, on n'a rien. Tu n'as rien eu, Kevin. Bon, j'ai eu des bougies Non, parfumées. Kevin, tu as mais eu un bon. cadeau. La seule voilà, personne toi, ici tu qui a... te plains de quoi? La seule et unique personne ici qui a gagné à 2 voire 3 reprises sans cadeau s'appelle Élisée Bolubé. Élisée Boloubo, qu'est-ce que vous voulez comme cadeau? Demandez-nous un cadeau, on vous le donne. Ben, je vous le dirai à huis clos après. À huis clos, d'accord. Ça, c'est quel cadeau? Vous me le direz, je le dirai à Kevin. Donc, du coup, il y a- Tu sais que Kevin, on ne dit rien en offre à Kevin. Alors, je vais dire, j'étais très, très heureux de vous annoncer que c'était le pont Félix Houphouët-Boigny. Seigneur. Et celui qui a posé la question et celui qui a répondu sont tous deux des pafloutins. Non, c'était en 1950. Non, j'attendais. 1950. Voilà, voilà ce pont-là. 1950. Et il va donner ce qui va suivre. Le pont d'une autre. À partir de. Voilà, c'est ça. En tout cas, au fond, c'était un bâtisseur. Voilà, 1950. Alors, moi ce qui me plaît dans l'image que j'ai regardée, regardez bien l'image. Hein, vous la verrez à l'écran. Regardez bien l'image. Il y a un véhicule qui se trouve. Ne le mettez pas comme ça si on ne verra pas. Juste l'image du pont en 1950. Il y a un véhicule qui est juste à l'extrême droite, en dessous là. Mais c'est un véhicule qui est conduit par un blanc. Et le blanc conduit un noir. Ça devait être un boss de l'époque, je pense. Ouais. Non. C'est où nous on ne voit pas. Vous voyez pas? vrai, Non, c'est juste en bas, C'est là. là, Moi, là, je juste vois là. C'est juste Le en regarde, bas. là, regarde. Juste en bas. Tu vois, juste là. ok, ok. Ah, non, non, Moi, je non. vois pas Dans un le blanc, sens moi, je vois un de métis. l'allée. Moi, je vois un métis. Enfin, vois- du retour. Et tu as un Tu métis. vois, mais Non, pas toi, non, non. Non, Non, là, t'as dit- Photo, en non. fait, Isabelle Bobo, photo. Une photo blanche et noire. Tu vois, métis. Oui, mais moi, je vois un métis. Blanche et Bon, noire. une photo, Non, non, photo non, blanc attends. noir. C'est mieux. C'est pas mieux. Il y a un filtre noir dessus. Il va sortir métis? Tu as vu Phil dans ça, là? Oui. Bon, en fait. C'est le bizarre, filtre toi, là. noir et blanc. En tout cas, ce qui est sûr, c'est quelqu'un En tout cas, moi, je le vois qui pas. conduit quelqu'un d'autre. Je le vois pas blanc. Et puis, voilà, renseignement pris. Le gars sur le vélo, juste à l'extrémité droite, il paraît que c'est l'arrière-grand-oncle de Daouda. Je me suis renseigné, il paraît que c'est lui. Non. Voilà, il s'appelait Koulibaly Paflotio. Tiens, pas flotteur. Allez, les amis, c'est bon, voilà ce qu'on proposait pour la grande révision. Et puis, j'ai un extrait. Voilà, on dit l'employé. Il y a une autre version. Il paraît que le blanc conduisait son employé parce que l'employé ne s'est pas conduit. Ouais. Vraiment, ils étaient là ensemble. Donc, le gars passait à côté de lui. Il y a une blague à propos. Une fois, il paraît que le pape a décidé de. Ça faisait longtemps qu'il n'avait pas conduit. Donc, à un moment donné, il décide de conduire. Voilà. Ça lui fait tu vois, un peu d'exercice. Et son chauffeur est derrière. Et lorsque la police s'arrête. On ne Voilà. se rend pas compte, mais pour certaines sommités, ça doit être lassant à la longue de ne pas avoir ce genre de petits trucs du quotidien que Ouais. nous on a et qu'on Ouais, c'est utilise. ça. Moi, je connais des ministres à un moment qui attendent des occasions pour conduire eux-mêmes. Parce que tout le temps être conduit. Et donc, c'est pareil avec le pape. Il avait voulu conduire. Et après, la police arrête le véhicule. Et le monsieur, il regarde, il voit que c'est le pape qui conduit. Et puis, il regarde lui qui est derrière. Puis, il appelle son supérieur, il dit à son supérieur, aujourd'hui, je crois que j'ai rencontré Dieu. Parce que qui peut être conduit par le pape si ce n'est Dieu? Bon, enfin, c'est une blague technique. Voilà. Bon, les amis, l'image du jour. Regardez la photo du jour. C'est l'image du jour. Voilà. La Donc, Casa dans de le la milieu du FIF. football ivoirien, Ça me rappelle exactement. des souvenirs. Avec Cyril Domoro hein, à la tête de l'association des footballeurs ivoiriens, et bien l'ancien international Zoromark est le nouveau président de l'AFI, c'est comme ça qu'on dit. Daouda, vous connaissez bien le dossier? Ouais. Enfin, plutôt. En tout cas, plutôt bien le dossier. En gros, En gros. Cyril Domoro, qui est ici, en fait, est le président de l'association des footballeurs professionnels ivoiriens. Et il est président de cette association depuis pratiquement 2019, je crois bien. Mais à la faveur de, comment on appelle ça, de l'élection à la FIF, il y a eu un conflit. La FIF qui doit soutenir, en fait, qui protège les droits des footballeurs, devait en fait soutenir la candidature de Drogba. Malheureusement, ce n'est pas ce qui s'est passé. Ils ont plutôt donné leur voix à Idriss Diallo. Donc la FIF Pro, qui est le syndicat au niveau international, en fait, s'est insurgé contre cette levée de... Comment ça? S'est insurgé contre cette décision de l'AFI et a décidé, en fait, avec plusieurs... Il y avait plusieurs motifs derrière. Ils ont décidé de suspendre l'AFI de leur fêtier, en fait, jusqu'à ce qu'on arrive à cette situation où, dernièrement, le 5 dernier,
Jérémy Ditap est venu en Côte d'Ivoire ici pour un événement et il a envoyé une balle perdue à Cyril Domoro. Cyril Domoro qui est... Jérémy Ditap, pour nos spectateurs, c'est qui? Non, je veux dire, c'est un ancien joueur du Real et c'est le président de la FIFPro, le syndicat au niveau Il y a international. des personnes chez eux qui ne le savent pas. Bon, comme toi, tu ne suis pas le foot, je comprends aussi. Donc, en gros, il a envoyé un tac à Domoro qui a répondu dans un communiqué. Donc, une semaine après, on apprend qu'il y a une nouvelle association de footballeurs encore en Côte d'Ivoire, en plus de celui de Domoro. Et c'est Zoroma qui est avec Didier Drogba, qui en est le président. Donc, en gros, de façon ramassée, voici l'histoire. Ça pourrait être ramassé. Tu n'as pas ramassé ta Au moins, il reconnaît. Non, en fait, le truc, l'histoire, c'est tout un périple, c'est assez long. Donc, Non, il fallait bien qu'il sûr, fasse ça c'est un très vrai court, feuilleton, dans un temps c'est- très, très précis, en fait. Ça a été très court et très Donc, précis. voilà. Franchement, moi, je m'étais amusée la saison dernière à jouer à Casa de la FIF. J'ai très vite abandonné parce que de rebondissements, que de rebondissements. Voilà. Donc, en gros, c'est un peu ça. Et j'avoue que la situation, en fait, ça, moi, personnellement, la situation me déçoit un peu que dans une organisation, dans une fêtière de joueurs, qu'il y ait un bicéphalisme. Même si pour le principe, la Constitution permet en fait donne le droit d'association. Mais pour ce genre de situation, je me dis que c'est pas intéressant, c'est pas bon. Il faut qu'il parte à l'union parce que ça marque en fait la division en fait au niveau du football ivoirien et ce n'est pas bon. Ah, merci Daouda. Kevin? Non, mais moi, en tout cas, je suis de tout cœur avec la FIFPro. Pour le coup, je trouve que la FIFPro est totalement corporate. Voilà, c'est totalement logique. Ce qu'elle fait, ce qu'elle reproche à Cyril Domoro est totalement plausible. La FIF se devait en fait d'appuyer la candidature de Didier Drogba et le soutenir avec la dernière des énergies. Vous ne pouvez pas être une association de footballeurs qui se veut solidaire, soudée et se mettre vent debout contre la candidature d'un joueur qui fait partie justement de l'association. Je trouve ça scandaleux. Donc c'est très bien que la FIFPro ait totalement débouté la FI et maintenant adoube l'AFCI, qui est l'association des footballeurs de Je Côte d'Ivoire. comprends très bien ce que tu dis, mais dans le fond, il y a une problématique en fait. C'est que avant qu'en fait Cyril Domoro ne dise qu'ils ne donnent pas leur voix, ils n'accordent pas leur parrainage à Didier Drogba, 3 ans avant, ils avaient déjà accordé leur parrainage en fait à Idriss Diallo. Dans la mesure où Cyril Domoro, ils ont fait une visioconférence avec Jérémy Ditap, avec Kolo Touré et les autres. Ils ont dit, on a approché Didier Drogba pour lui demander, est-ce que tu seras candidat? Il n'a pas dit, il dit qu'il ne sera pas candidat. À la surprise générale, eux, ils avaient déjà donné leur voix, leur parole à Idriss Diallo. Et alors Je termine, s'il te plaît. Ils ont donné leur parole pour dire, OK, on va te soutenir. Mais malheureusement, ce qui se passe, c'est que quelques temps après, Didier Drogba dit, je suis candidat. Et là, Didier Drogba, lors de cette visioconférence, a reconnu qu'il a péché par maladresse. Il a péché par maladresse. S'il reconnaît qu'il a péché par maladresse, donc du coup, les gens ne veulent pas revenir sur leur décision, d'autant plus qu'ils auraient donné en fait leur parole à quelqu'un d'autre. Élisée Bouloubou. Moi, peu importe que les uns et les autres aient pris des engagements vis-à-vis d'un candidat et qu'il n'ait pas honoré un autre candidat, moi, ce n'est pas ce qui m'importe. Mais bon, je veux juste noter que pour moi, le fait de ne pas être d'accord avec l'attitude qu'a eu des responsables d'une association à laquelle je fais partie et que j'en sorte pour en créer une autre, pour moi, ce n'est pas la chose la plus cohérente. Ce n'est pas la chose la plus cohérente. En ce sens que les associations, on sait comment elles fonctionnent. Quand on estime à un certain moment que la vision qu'avait sous-tendu la création de l'association n'est plus celle qui est menée tout ça, les tests même de l'association prévoient des mécanismes, parmi lesquels convoquer une assemblée générale extraordinaire, qui peut être faite soit par le bureau ou bien soit par les 2/3 des membres. J'estime que si vous pensez que vous êtes plus nombreux, vous avez donc cette capacité-là de pouvoir amener ou bien de pouvoir convoquer une assemblée générale extraordinaire. Et puis maintenant, vous posez le problème. Et si d'aventure, il y a nécessité de changer la tête dirigeante, on change la tête dirigeante et puis on refait une autre association. Mais là, quand on n'est pas d'accord et que parce qu'on n'est pas d'accord, on crée une autre association, quand bien même on sait que nous sommes tous des footballeurs professionnels, nous sommes tous d'une même famille, on se sépare. Mais demain, quand quelqu'un ne sera pas d'accord avec Zoromac ou bien avec l'association qui est dans le groupe, il va aussi créer une autre association. Ce n'est pas la meilleure manière de diriger. Quand on veut diriger, quand on a un leadership, ce n'est pas cette manière-là. Moi, je pense que, et c'est en cela que je trouve quand même dommage que des joueurs qui ont porté le flambeau de l'équipe de Côte d'Ivoire, dont plusieurs Ivoiriens se sont reconnus en eux, se comportent aujourd'hui de cette manière. Je trouve pour moi que c'est triste en fait, que c'est vraiment pas reconnaissable. Une question d'intérêt? En tout cas, au-delà de l'intérêt, moi je pense que c'est totalement... Je comprends ce qu'ils ont fait. Je veux dire, quand tu te sens plus en adéquation avec un groupe,
tu t'en vas et ça ne t'empêche pas de créer ton association. Et pour revenir à ce que tu disais, Cyril Domoro, pour se dédouaner, dit en fait qu'il ne pouvait pas soutenir Drogba parce qu'il avait déjà donné sa parole à Idriss Diallo. Mais je suis désolé, M. Domoro a été footballeur professionnel comme Didier Drogba, ce qui n'a pas été le cas d'Idriss Diallo. On n'a pas connu Drogba parce qu'il faisait du coupé décalé, hein, mais c'est parce que justement il cartonnait sur les stades. Donc il aurait pu se débiner, il aurait pu se rétracter et soutenir Drogba en fait. C'est même pas un argument que de dire... Non, Kevin, sur cet aspect-là, moi je peux entendre ce que tu dis. Moi, je peux entendre ce que tu dis. Effectivement, ils auraient pu soutenir Drogba parce que Drogba, c'est le joueur, c'est le footballeur. C'est vraiment celui-là qui incarne en réalité leurs valeurs. Il n'y a pas de souci. Mais quand on finit de faire ça et que effectivement, le fait est là, ils n'ont pas soutenu Drogba. Mais quand ils ont fini de ne pas soutenir Drogba, qu'est-ce qu'on fait? Quand nous, on a la vision de diriger une association et de conduire nos camarades, je pense que la meilleure option, ce n'est pas d'aller diviser, ce n'est pas d'aller créer notre association. Ce n'est pas ce qui est juste, en fait. Ce n'est pas ce qui est cohérent. En plus qu'on veut porter des valeurs de rassembleur, parce que ça aussi, on ne va pas perdre de vue. Celui qu'on prétend défendre, Didier Drogba, depuis lors, en Côte d'Ivoire, il a toujours prétendu et fait des actions dans le but de rassembler les Ivoiriens. Mais comment tu expliques? Donc on ne peut pas être sur cette base-là, vouloir le défendre et puis venir créer une association mais qui comment tu a expliques qu'aujourd'hui, la FIF Pro encense l'AFCI et donne justement carton blanche à l'AFCI? Mais moi, je vais t'expliquer rapidement, je ne viens pas par mille chemins. Qui dirige la FIF Pro Afrique? La FIF Pro est dirigée par Jérémy Nzitap. Je te donne la carrière de Jérémy Nzitap. Jérémy Nzitap a été le coéquipier de Didier Drogba à Chelsea pendant près de 6 ans. C'est un ami intime de Didier Drogba. Quand la crise éclate, il prend fait et cause pour son ami, qu'il connaît très bien d'ailleurs. Donc, il ne soutient pas la fille. Là même, je suis encore d'accord avec eux parce qu'en réalité, la fille devait soutenir Didier Drogba. Il n'a pas fait. Donc, c'est normal. Mais quand on finit, lui, je pense que c'est pas... Permettez-moi de marquer une pause. Est-ce qu'il existe un texte qui fait obligation à l'association, à la FIF, de soutenir obligatoirement un membre? Pour être honnête avec toi, je n'ai pas vu le test. Mais quand la crise a éclaté, c'est les arguments qui ont été évoqués, en tout cas par tous ceux qui ont estimé que Cyril Domoro n'avait pas fait ce qu'il devait faire. En tout cas, ils ont sorti ça. Peut-être que ce n'est pas un test écrit, mais c'est un gentle agreement. Ok, d'accord, c'est un gentle agreement. Quand tu vois le site de la FIF Pro, puisque c'est un syndicat et que la FIF est une déclinaison de la FIF Pro, en fait, ils ont le devoir de protéger et de soutenir les joueurs pour l'association. Allons sur cette base. C'est un peu comme l'association des arbitres, l'association des médecins sportifs, c'est comme ça. Vous savez que nous, l'association des journalistes animateurs, vous, Daouda, j'aime pas trop votre façon de diriger. Vous vous présentez, je suis à le devoir de vous l'éjecter. Totalement de notre groupe. Non, c'est un peu ça en fait. Brice, à supposer même, je dis à supposer, parce que comme il le dit, malgré même ce qu'il vient d'évoquer, moi je ne vois pas toujours le thème, ou du moins l'absolutisme des cris. Mais ce que je veux dire, même si à supposer que ce n'est pas écrit en tant que tel, mais c'est un gentle agreement, moi je vais sur la base du fait que c'est un gentle agreement. C'est-à-dire entre nous on s'est entendu, c'est comme ça que ça doit fonctionner. Mais quand on finit de faire ça, moi, j'estime que c'est ça le problème, en fait, avec nous, les Africains. Quand on n'est pas à la place qu'il faut, personne d'autre ne doit être à la place. On va crier pour nous. Ça ne peut pas fonctionner comme ça à chaque fois. Je ne suis pas d'accord. Ça, c'est pas normal. Si je peux un peu donner mon avis. Moi, oui, ce n'est même pas ça qui me pose problème. Parce que j'estime que Didier Drogba, s'il a voulu se présenter, c'est pour apporter quelque chose. S'il estime ne pas pouvoir apporter quelque chose à partir de la présidence de là où il n'a pas pu être, ben, il crée une plateforme par laquelle il apportera quelque chose et il lance le défi à quiconque de le concurrencer. Mais ce n'est pas là, pour moi, le problème, parce que ça reste tout de même une forme de démocratie sportive qui peut exister et qui favorise même un certain... C'est division. Non. Pour moi, ce n'est pas de la division sportive. La division sportive, non. Pour moi, non. Élisée, pour moi, ce n'est pas de la division sportive. Pour moi, c'est de la démocratie sportive. La vraie division sportive ici, c'est la FIF Pro. C'est la réaction de Jérémy, qui pour moi est de l'orgueil, qui s'apparente même à de l'orgueil politique. La création d'un clan en sport, pour moi, ça n'a pas lieu d'être. Et c'est là où on parle de division. Ce n'est pas le fait que Didier Drogba ou Marc Zorobi ait créé son association. En quoi est-ce que c'est de la division? D'ailleurs, Zoromarc, certainement qui regarde cette émission d'ailleurs, on espère vous avoir sur le plateau pour nous donner, selon vous, en tout cas, votre version. Moi, j'estime que Jérémy devrait être beaucoup plus objectif et donner la chance à toutes les associations de pouvoir faire partie d'un syndicat qui concerne les associations de football. Juste Eric Landry, qui est présentateur sur Live TV, qui présente la réunion aux côtés de Blazing Girl, nous regarde, et il me dit il y avait obligation de soutenir Didier Drogba, c'est dans les textes, je t'aurais donné de bons arguments si je savais. Donc, tu es en train de me dire que mes arguments étaient pas bons. Merci, Eric. Non, mais il termine en disant, je ne suis pas d'accord avec Boulgbeu. Voilà.
Bim. Non, en dans fait, ta gueule. au-delà de tout. Il ne va pas. Non, mais quand il dit Tu vois, il y a un véritable problème Merci, aussi, Eric. tu en parlais tout à l'heure. Tu vois, aujourd'hui, il y a 2 associations. L'AFI a été suspendue de la FIF Pro, mais c'est l'AFI qui est reconnue par la FIF. La nouvelle association qui est née, dont je ne maîtrise pas vraiment bien le nom, n'est pas... La FCI, Association Ouais, des la footballeurs de FCI. Côte d'Ivoire. Comme Ouais. par hasard, tu ne Merci. maîtrises pas le nom. Voilà. Ah, bon. Et c'est que tu veux commencer, pas que tu vas commencer. En gros, cette association n'est pas totalement reconnue par le président qui est là, mais qui est reconnu à l'international. Donc, en gros, on a une situation du président du peuple et le président de la communauté internationale. C'est ce que je voulais juste placer. Non, moi ça je vais devait pour plus ça, t'expliquer. En fait, Ma chérie, Non, parce que ça vient des affaires. en plus, non, moi, c'est qu'en fait, c'est dit au-delà Mais même, c'est ça qui est au-delà même des positions des uns et des autres. On Ce que, termine ça, là-dessus. ce que ça renvoie comme image, pour moi, c'est vraiment pas honorifique, même pour le football ivoirien. Bien sûr. Parce que aujourd'hui, l'interlocuteur officiel de la Fédération ivoirienne de football dirigée par Idriss Diallo, en réalité, est l'AFI. C'est son interlocuteur officiel. Dans les tests, c'est comme ça. C'est lui qui représente l'association, c'est cette association qui représente les footballeurs joueurs, ouais. internationaux. Mais voilà qu'il y a une autre association qui est créée qui, elle, quoi qu'elle sache déjà sous les fonds baptismaux de sa création, qu'elle n'aura pas pour interlocuteur de la FIF, mais va quand même à la création parce qu'elle sait qu'elle a un appui extérieur. On ne peut pas fonctionner comme ça. Et puis, comme je le dis, quand il me dit, je dis c'est une division, pourquoi? Parce que en créant cette association, il y a des gens qui vont se reconnaître proches de Zoromac et autres, tout ça, qui certainement vont aller là-bas. D'autres vont se reconnaître proches de Cyril Domoro, qui vont rester. Donc, l'idée préalable qui était de créer une association qui allait nous rendre forts, du coup, est En train de nous abandonnée diviser. parce qu'on devient plus fort. Quand on est divisé, on devient moins fort. Parce Et que là, Polo- qu'est-ce Polo qu'on est gagne au ici, final? Yaya est ici. Ça devient compliqué. Non, je pense que quand on ne veut pas d'un pouvoir, ou bien quand on ne veut pas, c'est ce que je dis toujours pour moi, la démocratie veut que on aille aux élections, on enlève le président par des voies normales, par des voies légales, et les puis on élections sont s'installe passées, en Élisée. bonne et due forme. Les élections sont Mais passées. Élisée, Comment non, c'est Non, pas ça le je n'ai pas dit les problème? élections du président de la FIFA, je parle des élections au sein pour nommer pour désigner le président de l'AFI. C'est de ça que je parle, je parle pas De de toute la façon, le FIFA. président n'est pas à vie à la fille. Voilà, bien sûr. Voilà, donc il y a Non, il y a un mandat. D'accord, moi, on le peut, vrai on peut problème, partir c'est aux élections, mais il y a aussi l'objectivité du la président de la fraternité footballistique. Moi, j'en démords pas. Il y a ce qu'on appelle la fraternité footballistique. Et reconnaissez que Cyril Domoro est totalement en tort. C'est tout. Il entend pourquoi? Il est en tort. Non, La il fraternité entend pourquoi? footballistique. Oui, la fraternité footballistique aurait voulu qu'il soutienne et qu'il, justement, il porte à bout de bras et à bout même de pied, si je Donc, je peux le dire. que fais-tu de la parole donnée? En fait, on est dans une société... Non, africaine. non, je S'il te trouve plaît, que s'il c'est te plaît, je totalement de la termine, démagogie que de C'est dire pas de de la la parole démagogie. donnée. Quelle Parce parole qu'à la donnée? vérité, Là, vous à la avez vérité, comment on appelle ça? Les gens partagent des valeurs. Et un homme avec grand H ne se détermine pas par ses attributs, mais par la parole qu'il donne. Il a donné sa parole il y a 3 ans au GX, qui était dirigé par C'est Idriss toi qui Diallo. dis ça. Tu m'avais promis de me faire un concert d'unité. Tu l'as Je t'ai jamais dit ça. En fait, Je n'ai pas fait j'ai un dit- plat. Je peux pas parler de Alors que parole. là, quand même. Bref. T'inquiète pas. Allez, merci les amis. Voilà, donc transfert d'unité. En fait, Un homme lui, se démarque, toi, non pas par ses attributs. tu es une poucave. Ouais, une poucave. Merci Daouda, merci beaucoup. Bon, on va rester dans le domaine du sport. Merci beaucoup à vous pour vos avis et également sur nos pages des réseaux sociaux. On reste en sport pour recevoir notre invité. C'est M. Doumbia Fofana. Il est conseiller du président de l'Abidjan Basket Club, l'ABC Club. Avec lui, nous parlerons de qualification de l'équipe d'Abidjan Basket Club à la Basketball African League. Premier tour éliminatoire de cette compétition, oui, exactement, est prévu pour le 20, enfin du 20 au 23 octobre 2022 à Niamey. Et l'ABC y sera. Bonjour Monsieur Fofana, comment allez-vous? Bonjour Brice. Bonjour Merci tout d'être le avec monde. nous. Alors je disais aux gens, vous êtes à l'ABC depuis combien de temps? Ben, en fait, je suis un peu plus consultant du président. Voilà. Non, en fait, je disais aux gens, parce que j'ai joué à l'ABC. En fait, j'ai joué à l'ABC, donc grand basketteur de mon Nostalgique. état. Oui, donc quand j'ai Dans entendu les, que... dans les pupilles ou dans les poussins? Non, j'étais en junior. Ah, ok, d'accord. Voilà. Tu as joué à quel poste? Ben, je suis arrière. D'accord. Ça se voit. Ça se voit. Par la forme, oui. Merci beaucoup. Merci. Quelqu'un m'a reconnu. Bon, enfin bref. Oui, la forme, c'est quelque chose, exactement. Merci beaucoup, Maï. Alors, la bonne nouvelle, c'est que l'ABC va représenter donc la Côte d'Ivoire à cette compétition donc, qui est un peu à l'initiative de la FIBA et de la NBA. C'est cela. C'est cela. C'est une bonne nouvelle. C'est une Pourquoi très bonne l'ABC? nouvelle. Parce que vous avez remporté le championnat. Exactement. Double champion, je crois. Plusieurs fois champion, on va dire. Ouais. Plus de 19 fois champion de Côte d'Ivoire. Ah ouais. Et champion en titre pour la saison qui vient de s'achever. Et conformément au règlement FIBA, c'est l'équipe championne en titre
qui représente son pays en année N+1. Et donc, l'ABC étant champion de Côte d'Ivoire pour la saison 2021-2022, va représenter donc la Côte d'Ivoire pour le BAL 2023. Mais avant 2023, il faut bien franchir l'étape des éliminatoires. On va dire des tours préliminaires qu'on appelle le Road to Bâle. Ok. Et là, ces tours-là vont durer combien? Ce tour-là va durer combien de temps? Alors, il y a 2 étapes. La première étape, c'est du 21 au 23 octobre 2022 à Niamey, au Niger. Voilà. Et donc, la deuxième étape, si bien sûr la Côte d'Ivoire est qualifiée, on pense qu'elle le sera, ce sera ici à Abidjan, du 14 au 19 novembre, ici à Abidjan, au Palais des Sports de Treichville. Est-ce qu'on a une équipe prête? Est-ce qu'on est compétitif Sur à laquelle l'international? On peut compter. Oui. C'est vrai qu'entre nous ici, dans les championnats, bon, il y a Africa, bon, quand même. Au passage, Africa a même au un basket, entraîneur. vraiment, même au basket à l'Africa, vraiment, un jour, on va s'en sortir. Bon, alors, est-ce qu'aujourd'hui, notre championnat, il est compétitif au point aujourd'hui que l'ABC puisse faire face aux velléités des autres équipes, pour utiliser un terme Oui, on peut le dire, hein, vous qui avez fait vos classes à l'ABC, vous noterez que l'ABC est un club qui a une longue tradition de participation aux compétitions africaines, d'abord nationales certes, mais africaines, parce que l'ABC a déjà remporté une Coupe d'Afrique des clubs champions et donc est habitué, n'est-ce pas, à ces expéditions-là continentales. L'équipe, je veux dire, a remporté de haute lutte le championnat national 2021-2022, on l'a dit tout à l'heure, et est composé d'un certain nombre de joueurs, en tout cas de classe mondiale. Et le plus emblématique, c'est le capitaine de l'équipe nationale du Côte d'Ivoire, Stéphane Konaté. Et il y en a bien d'autres encore. Mais l'équipe s'est renforcée pour les besoins de la cause d'un certain nombre de joueurs internationaux, notamment américains et sud-soudanais, qui sont venus la renforcer pour participer à cette campagne-là, qui s'annonce en tout cas de très bon augure pour l'ABC. On note que l'ABC est un club qui, en tout cas en Côte d'Ivoire ici, met l'accent sur la formation. Parce que pour être 19 fois champion de Côte d'Ivoire, je suppose que c'est parce qu'on a commencé à former depuis le bas âge un certain nombre de générations pour être là. Mais aujourd'hui, quand vous regardez, c'est vrai, au-delà de l'équipe nationale qui brille et qui en tout cas nous fait glaner des lauriers, est-ce que vous pensez que le basket est promis un bel avenir? Oui, il y a du répondant et la Basketball African League, la nouvelle compétition qui est initiée depuis 2019 par FIBA et NBA, est une compétition qui suscite beaucoup d'intérêt pour tous ceux qui ont vu les premières éditions, notamment à Kigali, où les finales se jouent. Vous noterez l'intérêt qu'il y a pour cette compétition-là et tous les clubs au niveau national ont commencé à s'organiser. Aujourd'hui, ce n'est plus possible de dire en début du championnat qui sera champion. Ce n'était pas le cas il y a 4 ans, il y a 5 ans. Tout de suite en début de championnat, tout le monde savait qui serait le champion au terme donc, de la saison sportive. Aujourd'hui, vous avez plusieurs clubs, je peux en citer la SOA, ASU, JCA, qui sont des clubs qui sont renforcés de sorte que l'ABC fait face à une véritable concurrence au plan national déjà. Et tout cela amène le basket ivoirien vers le sommet. Je pense que les fenêtres FIBA qui sont déroulées ici, les playoffs également qui s'est déroulés en Côte d'Ivoire, sont autant d'éléments qui montrent bien que le basket ivoirien est sur une pente ascendante. Certains jeunes ivoiriens, enfin joueurs du championnat national, ont récemment intégré l'équipe nationale, je pense au jeune Lionel Quadio, voilà, et qui aujourd'hui est en Espagne. Et il y a bien d'autres, il y a plusieurs jeunes talents qui, en tout cas, pointent à l'horizon la révélation, le rookie de la saison. C'est un jeune que ABC est allé chercher en National 2, et qui a été la révélation de la saison qui vient de s'achever. Donc, c'est dit que sur le plan national, oui, il y a du chemin à parcourir, mais il y a un travail qui est fait et il commence à porter les fruits et qui laisse penser que ABC a un niveau qui puisse lui permettre de rivaliser avec les meilleures équipes du continent. Et parlant de la balle, l'ABC n'est pas sa première participation. Déjà à la saison inaugurale en 2019,
L'ABC a participé au tour préliminaire. Malheureusement, au deuxième tour préliminaire, le club est sorti in extremis. Et là, c'est un retour pour la conquête du continent africain au niveau du basket. Et il y a fort à parier que les Abidjanais, les Dangoro comme on les appelle, les fighters, sauront porter haut le flambeau de la Côte d'Ivoire parce que maintenant, certes, il s'agit de l'ABC, mais il s'agit bien plus de la Côte d'Ivoire. C'est ça. Justement, vous en parlez, il s'agit bien de la Côte d'Ivoire. Ce sont des garçons qui sont talentueux, mais au-delà des hommes, on parle souvent pour gagner une compétition d'une bonne préparation. De quoi est-ce que vous bénéficiez? Du soutien de la fédération, du soutien du ministère? Est-ce que vous avez toutes les conditions de préparation idoines pour pouvoir nous sortir une équipe compétitive et victorieuse? Oui, on peut le dire, hein, sans démagogie et sans faux fuyant. Nous avons le soutien de la fédération. Nous avons le soutien de la fédération, pas forcément en espèces sonnantes et trébuchantes, mais en termes d'appui institutionnel, en termes d'appui technique, en termes de conseils. La fédération, tout le monde l'a vu, a organisé avec brio les fenêtres FIBA ici à Abidjan. Donc en termes de conseils, la fédération nous encadre. Le président a bien voulu le président que nous remercions d'ailleurs à cette antenne-là, a bien voulu nous mettre à disposition un certain nombre de ses collaborateurs pour intégrer l'équipe qui va donc organiser l'étape d'Abidjan. Le ministère des Sports a mis en place une ligne budgétaire. C'est vrai, on aurait souhaité qu'elle soit un peu plus corsée à la faveur, au profit de l'ABC pour que ces clubs-là puissent se préparer. Certes, ce n'est pas des moyens qui sont forcément suffisants, mais c'est déjà quelque chose. Il y a au moins les billets d'avion. Comment? Il y a au moins les billets d'avion. Non, parce que je sais qu'il y a une équipe qui n'a pas pu partir. C'est le minimum, les billets d'avion et l'hôtel. C'est le minimum. Ça, je peux vous le garantir. Mais à côté de la fédération et du ministère, bon, nous avons des partenaires que nous ne citerons pas pour les raisons que vous savez bien entendu. Nous avons beaucoup d'entreprises ivoiriennes, des entreprises citoyennes, en tout cas qui encadrent l'équipe, qui soutiennent l'équipe dans cette campagne-là. Nous les remercions au passage. Et nous lançons également l'appel à toutes celles qui hésitent encore à rejoindre cette aventure-là, parce qu'il s'agit bien de représenter la Côte d'Ivoire. Pour l'anecdote, lors de la saison inaugurale à Kigali, au nombre des personnalités présentes, le président donc, français s'est étonné de l'absence d'une équipe ivoirienne. Il s'est dit que le monde du basket compte sur la Côte d'Ivoire. Et il n'y a pas de raison que pour cette édition particulièrement, la Côte d'Ivoire soit absente. Et aussi bien le board de l'ABC, la fédération, le ministère et tous les acteurs autour du basket ivoirien, en tout cas, font de leur mieux pour que cette année, il y ait effectivement un club lors de la phase finale du BAL. C'est l'objectif, en tout cas, recherché par l'ABC en participant à cette compétition. Faire participer la Côte d'Ivoire pour la première fois aux phases finales de la BAL. En tout cas, nous, vous pouvez être sûr que Live TV déjà vous accompagne, vous soutient. Merci. Ce qui explique qu'on vous reçoit sur ce plateau-là pour justement partager l'information de la participation d'un club ivoirien donc, à cette compétition ultra importante. Et que ce club, l'ABC, ne porte plus que les couleurs de l'ABC, mais de toute la Côte d'Ivoire. En tout cas, nous, on vous soutient et puis on aura l'occasion de relayer donc, le parcours de l'ABC et de mobiliser autour de cette équipe-là comme un seul homme tous les Ivoiriens afin que ce trophée-là revienne à Abidjan. Et sur ce plateau-là, Inch'Allah, on viendra vous présenter, Inch'Allah. À tout le monde, on viendra en tout cas vous rendre compte de cette campagne. Et nous sollicitons une fois de plus le soutien de tous, les prières de tous, se mobiliser autour du club. D'abord pour la phase de Niamey qui va se dérouler du 21 au 23. L'équipe ivoirienne partirait d'Abidjan donc le 20. Pour déjà entrer en compétition le 23. Il y aura 4 équipes, donc cette première étape. Il y aura Nigélec, donc du Nigeria, si vous permettez, du Niger, si vous permettez, le Coton du Bénin, le Stade malien et ABC. Très bien. Donc, au thème de la compétition, il y en a 2 qui seront qualifiés pour l'élite 16, qui va se faire ici à Abidjan en ce moment-là. Dans le temps d'en parler, bien entendu. C'est ça. Je sais Merci pas. encore. Je crois que je vous enverrai un de mes chroniqueurs sur le plateau pour accompagner l'équipe de l'ABC sur Niamey. Avec grand plaisir. Voilà, Très belle idée. Très belle idée, d'accord, ok. Donc, il est connu le chroniqueur. Il n'est pas encore connu. Parce qu'on a bien son passeport pour réserver son billet. Très bien, très bien. Ça se fera avant la fin de l'émission, il n'y a pas de problème. Celui qui sera le plus gentil sur le plateau aujourd'hui, eh bien, c'est lui qui va accompagner l'ABC. Non, c'est pas moi, non, ne comptez pas sur moi.
toi. Mais si, Daouda, ça peut être toi. Depuis hier, Non, j'ai pas de passeport. Comme Kevin a un passeport. Daouda, t'as pas de passeport? Non, j'ai pas de passeport. Il va falloir vérifier même s'il a la CNI à cet âge. Comme je n'ai pas encore la CMU, donc j'ai pas la carte d'identité. Ça pourrait être une dame. Ça pourrait être une des dames, oui. Oui, ça pourrait être une des dames. Bon, allez, si on trop personne, mais je vous enverrai un chroniqueur. Mais plus alors L'ancien basketteur, qui plus qu'un basketteur? mieux que Brice. C'est ça. Enfin, si le peuple décide, qui suis-je? Mon passeport, il est prêt. Donc, merci beaucoup. Je pense que, comme le peuple a décidé, je suis plébiscité à la demande générale. À l'unanimité. Vraiment, merci beaucoup. En tout cas, plein succès à l'ABC. On y croit et puis bon vent. Plaisir Merci partagé. d'être dans notre compagnie. Bon, pour la suite, le président Alasco Bill, vous restez avec nous. Bon, voilà, en fait, ça se fait comme ça. Sur les plateaux télé, les gens, quand ils finissent, ils s'en vont. Restez avec nous parce qu'il y a le président Alasco Bill, certainement qu'il a une importante adresse pour vous. Le président sera sur ce plateau. On parlera de la fille d'Aruna Dendane. On parlera de Monouchi, certainement. En tout cas, il y a beaucoup de choses dont on parlera au cours de cette émission. Merci beaucoup. Il y aura la chronique de monsieur Élisée Bologbe tout à l'heure dans le Grand Talk. Permettez que je fasse comme au basket, un lancer franc, un panier et à tout à l'heure. D'accord. Nous sommes de retour sur le plateau du Grand Talk pour la suite de notre rendez-vous en compagnie de Kevin Aubin, Isabelle Vavor, Élisée Bologbe, Daouda, Sa Majesté et bien sûr Rayana Assi. Ici. Elle fait le Digané Assi. Ça montre. Bon, Isabelle, vous avez fait du sport? Vous en faites? Vous jouez à quel Alors moi je suis pas du tout férue de sport, je fais pas de sport. Vous faites pas de sport du tout? Du tout. Pas de Enfin, basket? je m'étais essayé un peu à la boxe, mais j'ai très vite arrêté. J'ai compris pourquoi. Boxe. C'est-à-dire vous faites pas de sport. Quand vous commencez, c'est boxe ou pas de fait. Kevin, vous faites du sport? J'en ai fait, ouais. J'ai fait un... J'en ai, donc fait aussi saugrenu que cela ne puisse paraître, j'ai fait du foot quand j'étais jeune. Vous étiez jeune. Et là, maintenant, vous jouez au ludo. Sico. Exactement. C'est ça, je sens le truc. Daouda? Oui, moi je fais du sport. Lequel? Je vais en salle. Il est trop fier en plus. Tu vas en salle de sport? Ouais. Ça se voit. Non, l'idée quand je vais faire c'est la cardio, vous faites de la cardio. Voilà, parce que l'idée, c'est pas que j'ai pas envie de maigrir, ça c'est un. Mais en fait, c'est pour pouvoir avoir du souffle, c'est tout. Donc l'idée, c'est pas pour maigrir, quoi. Pour ne pas passer laisser Daouda dans son... Non, je fais du sport quand même parce que je réside au 3e étage. Donc chaque matin et chaque soir, je fais du sport. Mais c'est comme moi, je fais du sport. Voilà, c'est clair. Dans ce cas-là, je fais du sport. On termine avec vous, faites du sport, Réna? Ouais, j'en ai fait et j'en fais toujours. Vous faites quoi comme sport? Alors quand j'étais petite, je ne vais pas dire jeune parce que je suis jeune, quand j'étais petite, je faisais de la capoeira. De la quoi? De la capoeira. Qu'est-ce que c'est que ça? Pendant 2 ans. C'est un art martial brésilien. Voilà. Kevin, pardon. Merci. Tu as dit, vous ne connaissez pas parler. Jaloux. Les jaloux. Il ne connaît pas. Et là, je fais du sport en salle, mais pas pour me muscler, pas pour quoi que ce soit. C'est vraiment pour me défouler, pour le lifestyle. On fait du crossfit. C'est ça, c'est la la Les parcours avec les pneus, les trucs comme ça et tout là. Très bien. J'ai fait de la zumba aussi, ouais, mais bon, c'est une danse quoi. C'est un peu une danse. intéressant, mais tu vois, c'est bon pour tout ce qui est cardio. En tout cas, Bon, vous J'essaie de n'avez pas passer un besoin peu de vous dire quand même quand c'est un Mais basketteur. et toi, tu fais du sport? Je fais du Oui, sport, mais je lui, fais les du basket, je ceintures. fais du judo. Tu es quoi? Dan de quoi là? Voilà, c'est ça, du judo. Tu es Dan de Je fais quoi? des clés. Je vous ai promis une clé tout à l'heure. La clé est énorme. Bon les amis, on va poursuivre avec à présent la chronique de monsieur Élisée Bologbe. C'est la chronique. J'espère qu'il y a un jingle. C'est la chronique d'Élisée Bologbe. Et je reçois la chronique. La bénédiction. Voilà, ok, bonjour à tous nos téléspectateurs. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler d'un sujet que nous connaissons tous. Vous savez c'est quoi? Ben, c'est l'argent. 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 Très bien. L'argent. L'argent. Oui. Oh non, plus sérieusement, en fait, je voulais juste entretenir le public, ou du moins les téléspectateurs, sur le budget. Le projet de budget 2023 de l'État de Côte d'Ivoire. Tout à l'heure, le président, ou du moins le conseil du président de la Fédération parlait d'une ligne budgétaire que le ministère a dégagée pour qu'on puisse aller à la compétition au Niger. C'est dit qu'aujourd'hui, toutes les activités étatiques
sont centralisés et sont coordonnés autour d'un budget programme qui est fait à partir du mois d'octobre et novembre et qui doit être voté à l'Assemblée. Et hier, à sa session extraordinaire, à sa session du Conseil des ministres, le gouvernement a donc décidé, ou du moins a adopté un projet de budget qui s'élève pour 2023, qui s'élève à 11 694,4 milliards de francs CFA. Ils on parle de 32 dotations pour 32 dotations et 32 dotations pour 137 programmes. Programmes, oui. Ouais. Ouais, 32 dotations pour 137 programmes, parce que depuis quelques années, on est passé à un budget simple au budget programme. Le budget programme, c'est quoi? C'est-à-dire aujourd'hui, on affecte des budgets sur la base d'un programme, d'un objectif. Si l'objectif est atteint, le programme est validé, ou du moins le budget est validé. Si l'objectif n'est pas atteint, on revoit le budget à la baisse pour la session future. Donc aujourd'hui, c'est sur la base des résultats que les budgets sont affectés. Donc on est passé depuis quelques années à cette étape-là du budget programme. Et donc ce projet de budget qui s'élève à 11 694,4 milliards est en hausse comparé à celui de 2022 initial de 18,1%, parce que le budget 2022 aussi, pour rappel, a été révisé. Et donc, aujourd'hui, ce budget programme qui a été adopté par le Conseil des ministres, qui va donc passer à l'Assemblée nationale, est en hausse de 6,1% comparé au budget 2022 révisé. Comme le porte-parole du gouvernement pouvait bien l'expliquer, le budget aujourd'hui a pour objectif, celui de 2023, de consolider tous les efforts que le gouvernement est en train de faire pour contenir déjà l'inflation. Parce que, comme vous le savez, suite à la pandémie de la Covid, en plus cumulée à la crise que nous vivons, la crise russo-ukrainienne qui a un impact réel sur la situation économique du monde, il était indiqué que le gouvernement adapte véritablement ce budget-là à supporter toutes ces charges-là qui sont en train de venir. Notamment, vous ne l'ignorez pas, les mesures qui ont été prises par le gouvernement, par le président de la République le 6 août dernier, qui a révalorisé la situation salariale et beaucoup de mesures en faveur des fonctionnaires. Tout ceci a augmenté un peu la marge. Mais le ministre, le porte-parole du gouvernement a insisté sur le fait que l'objectif avec ce budget, c'est de ramener le déficit qui est de 6% à fin 2022 à 4,8%. Donc c'est vraiment de serrer la ceinture et on espère qu'en serrant la ceinture, on ne va pas nous oublier. Élisée Bolobo, je peux vous dire quelque chose du fond de mon cœur. Franchement, je trouve que votre chronique, elle est géniale. Ouais. Franchement, bravo, Élisée. Bravo. Merci. Il maîtrise son sujet, voilà, il le rend bien. Vous l'avez bien rendu. C'était, franchement, je peux vous l'assurer, vous étiez top. Merci beaucoup. Voilà, avec le geste de la veste. Je savais qu'il allait le Élisée, justement, pour vous remercier, je pense, nous avons pour la suite l'honneur de recevoir, dès qu'il a le temps en tout cas, le président Lascobil qui est avec nous sur ce plateau. Temps, hein. Voilà, c'est ça. J'espère recevoir des chèques après telle chronique. Voilà. Avec la Alasco Gang pour la danse de l'émergence. Voilà. C'est très simple, on avance seulement. Le protocole m'annonce que... Ah, tiens. Émergence, tu danses comme ça, il frappe comme ça. Tu danses comme ça, il frappe comme ça. Mais le président... Ah, il est le président parle chinois. Ah ouais, le président parle chinois. Je sais pas. On vous attend. Voilà. Toi, tu veux interrompre le président? Non, je respectueusement. Bonsoir à tous. Bonsoir, Monsieur le Président. Désolé de vous avoir un peu. Bien évidemment, d'être avec vous encore comme chaque soir. Merci. Là, vous entendu, vous parliez tout à l'heure. Du chinois? Non, ce n'est pas du chinois. Je parlais bien évidemment avec mon homologue, le président ukrainien, bien sûr. Et après, il m'a confirmé qu'il souhaitait venir en Côte d'Ivoire. Le président ukrainien? J'ai eu plutôt Zelensky. Tout à fait. Vladimir Zelensky. Et bien sûr, en fait, je vous explique qu'il a acheté un terrain. Il m'a demandé, bien sûr, de lui réserver un terrain à Nono, parce qu'il aime bien la Côte d'Ivoire. Il aime beaucoup les frites. Et il se trouve malheureusement que ce terrain a été également identifié au nom de mon frère et ami, Vladimir Poutine. Donc, bien évidemment, le ministère de la Construction m'a demandé, bien sûr, de gérer l'arbitrage. Et je donne ma décision finale dès la semaine prochaine. C'est-à-dire, je dirai à qui j'offre le terrain. Il y a des terrains à Yahoo. Hein. Donc, ce que vous devez comprendre, soit le terrain sera à Poutine, ou soit à Zelensky. En tout cas, ça sera un arbitrage. Ouais, mais ils vont venir à Abidjan pour... bien sûr, ils viennent parce qu'ils aiment la Côte d'Ivoire. Voilà. Très bien. Ils seront à Nono. On a appris que vous avez perdu votre bloc-notes. Oui, bien sûr. C'est quelque chose pour lequel je ne suis pas du tout content. J'ai égaré un document très important
Et quand je parle de cela, je veux pleurer, franchement. Ne pleurez pas, Ce monsieur n'est pas le président. possible. Ne Mais il y avait pleurez quoi pas, dans ce monsieur le document, président. Non, mais écoutez, c'est un document très important. Voyez-vous, j'habite à la Riviera Golfe. Et donc, je ne suis pas loin du pont HKB. C'est dans ce document qu'on me fait le point des recettes du pont chaque soir. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. J'étais en audience hier soir et je reviens, le bloc-notes n'est plus là. Non, mais c'est vraiment quelque chose de grave. Ouais, j'imagine. Et je prendrai des mesures immédiates. Voilà, j'ai donné des instructions fermes pour qu'on retrouve mon registre de recettes. Ça ne peut pas prospérer. Ben, c'est clair. Voilà. Alors justement, à côté de ça, il y a des sujets plus importants. Oui. On parle de la CMU. On a reçu Mewey sur ce plateau qui ouais, dit je que suis ça s'appelait CMI. Bon, monsieur le Président, il faut vous exprimer un peu sur la question. Voyez-vous, moi j'ai toujours ma CMU. Et donc je demande à tous les Ivoiriens de, bien sûr, aller s'enrôler et de se procurer leur carte d'assurance Mais Sénat. les Ivoiriens disent eux, ils ne Mais veulent ils pas ont pas de partir parce que problème, quand ils ils vont veulent pas que ce soit partir, et puis obligatoire. après on se rend compte que dans les hôpitaux, il n'y a pas les soins requis, les pharmacies. Donc c'est ça qui Bah, inquiète écoutez, plus. j'ai demandé au ministre du Commerce de prendre toutes les dispositions avec le ministre du Tourisme pour que la CMU soit exigée avant d'entrer dans un gabadrome, avant de manger du porc, ou même avant Et vous trouvez d'entrer. ça raisonnable? Ah, mais tout à fait. Parce que bien sûr, il faut bien se soigner après avoir mangé. Et donc, je joue le rôle du bon père. C'est celui qui punit par moment. À quand le retour de nos soldats? Parce que ça a été... On me le dit bien souvent. Oui, Franchement, allez-y. on a envie de les revoir, nos soldats. On sait qu'il y a des efforts diplomatiques qui sont entrepris. Tout à fait, Mais, tout à mais fait. depuis, la montagne accouche de souris. Ah ben, écoutez, vous savez, il y a des choses diplomatiques qui se font et je peux vous dire que nos soldats rentreront très bientôt. Et cela se Très fera bientôt, là, ça fait plusieurs fois maintenant. hein. Pardon? Toi, tu interromps le président. Ah ben, Toi-même, tu as fait quoi tout à l'heure? Il a posé une on se question. verra tout à Donne l'heure. le Voilà. président. Mais Non, monsieur mais le c'est un Président, Ivoirien, je vais le rassurer. Voilà. est-ce que c'est pas mieux? Est-ce que vous-même, ne pouvez pas aller chercher nos soldats pour les ramener? Pardon? Je crois que c'est une bonne idée. J'irai chercher les soldats, mais je pense que le procureur de la République et toi allez me dévancer. Voilà. J'ai rendez-vous avec le procureur dès demain. Non, c'est une question. La délégation. D'ailleurs, je m'en vais. Il est fâché. Le président, il y a qui il y a qui Bravo, monsieur le Président, bravo pour votre passage. Pas content du tout. Hein. Ah, Brice, on dit que tu as rendez-vous avec le procureur Mais c'est demain. lui qui m'a envoyé la question là même là. C'est à lui que je vais. Ça va être mon premier complice que je vais dénoncer. Bon. Alors, les amis, on s'intéresse à notre grande actu ce soir. Et cette grande actu, ce sont les dates de révision de la liste électorale qui ont été publiées après donc, le Conseil des ministres. On va faire un premier tour de table pour recueillir les avis sur le sujet. On en parlait, Élisée, depuis un moment. Je crois que les dates sont connues à présent. Oui, les dates sont effectivement connues. Les décisions sont sorties effectivement du Conseil des ministres d'hier, qui a eu lieu hier le mercredi 12 octobre. Et pour ce qui est de la révision, qui est la 5e d'ailleurs, révision de la liste électorale, il faut retenir déjà que les citoyens résidents, ivoiriens résidents en Côte d'Ivoire sont concernés et la révision se fera du 19 novembre au 10 décembre pour les Ivoiriens résidents et du 24 novembre au 10 décembre pour les Ivoiriens de la diaspora. On est d'accord qu'il reste encore des Ivoiriens qui ne sont pas encore enrôlés sur les listes électorales. Oui. Oui, enfin, je veux dire, le spectre même politique en Côte d'Ivoire, il y a eu de nouveaux partis politiques qui ont été créés. Pendant un certain nombre de temps, il y a des partis politiques qui ont boycotté certaines élections, donc ils ne se sont pas fait enrôler. Donc je pense que c'est une bonne initiative, en tout cas, d'ouvrir en fait la liste électorale pour que tout ce monde-là puisse véritablement s'enrôler. Voilà, tout simplement. Moi, je pense que et puis, cette année, je pense que la CEI a innové au moins. Parce que désormais, avant, il fallait aller faire le rang pour faire son changement de lieu de vote Oui. ou de quartier. Maintenant, il y a la digitalisation. Ouais, donc, du coup, tout à avec fait. ton téléphone, tu peux changer ton lieu de vote. C'est une ça. très Est-ce bonne que tu innovation. peux t'enrôler à partir de ton téléphone? Non. Non. Ça, c'est pour ceux qui sont déjà enrôlés, qui sont déjà dans la base des données. C'est toi-même maintenant qui peux décider de faire la modification. C'est ça, parce que Si tu ne l'enrôlement... veux plus voter à Bobo, que tu veux voter à Broma Côté, tu peux le faire. Parce que l'enrôlement, en fait, il faut prendre les empreintes digitales, etc. Donc, c'est des procédés qu'on ne peut pas faire, en fait, de la maison. On est obligé de se rendre physiquement et surtout qu'on a besoin de savoir qu'effectivement, la personne existe. Physiquement, Voilà, qu'elle est bien tout à sur fait. le territoire. Une question comme ça qui me turlupine. Expliquez. Pour reprendre le terme de Kevin, il utilise ça. Alors, on a besoin de la CMU? Non. Bon, C'est- c'était non, juste placé là Bon. comme ça.
Je reviens. Élisée? Voilà, non, on n'a pas besoin de la CMU, mais je pense qu'il est important quand même d'expliquer aux téléspectateurs en quoi consiste l'enrôlement, en fait, parce qu'il faut qu'ils comprennent c'est quoi l'enrôlement. L'enrôlement, en fait, c'est une opération qui prend en compte l'actualisation des données personnelles des électeurs. J'ai dit, moi, peut-être que je ne me suis pas fait enrôler, ça fait un moment où je ne me rappelle plus, en fait, de ce que j'avais mis comme données et autres, tout ça. Je peux toujours me rendre dans les centres pour essayer de vérifier effectivement ce qu'il en est. Donc, pour actualiser déjà mes données, les données des électeurs, mais aussi l'inscription des nouveaux électeurs. Parce que l'élection en Côte d'Ivoire concerne des Ivoiriens âgés de plus de 18 ans. Voilà, de 18 ans et plus. Donc, à partir de 18 ans, tous ceux qui sont considérés comme majeurs à partir de 18 ans ont droit de vote. Il y en a qui n'avaient pas 18 ans à l'époque. Qui n'avaient pas 18 ans, qui n'ont donc pas participé à toutes les consultations populaires qui ont eu lieu et qui aujourd'hui ont cette possibilité-là parce que maintenant, ayant 18 ans, de pouvoir s'inscrire sur la liste. Il est aussi important de noter aussi qu'on doit faire cet enrôlement-là pour vérifier aussi, parce qu'il y a des personnes entre-temps qui n'ont plus le droit d'être sur la liste électorale du fait d'une décision de justice. Donc, il est important que tous ces enrôlements-là soient faits pour qu'on puisse constater exactement qui sont ceux qui sont habilités, qui ont le droit de prendre part aux consultations populaires et ceux qui n'ont pas le droit de prendre part aux consultations populaires. Forme de toilettage. Voilà ce que je veux juste conseiller aux Ivoiriens, c'est vraiment ça ne coûte rien de se rendre même dans le centre, juste se renseigner. Est-ce que vraiment je suis sur la liste? Est-ce que je ne suis pas sur la liste? Qu'est-ce qu'il me faut? C'est important. Parce que très souvent, c'est le préalable. Quand tu n'es pas sur la liste demain, que tu te rends compte que celui-là, c'est lui que je veux comme président, comme maire ou bien comme président du conseil régional, mais tu ne peux plus voter parce que tu n'es pas sur la liste en fait. C'est ça, tout à fait. Donc aujourd'hui, on te donne, c'est un pouvoir que l'État nous donne de pouvoir choisir nos dirigeants. Ça, il faut qu'on puisse le comprendre. Et éventuellement faire changer les choses pour ceux qui le veulent. Exactement, et non créer une autre association à côté. Alors, je savais que vous allez rebondir là-dessus. Bon, c'est un pouvoir, c'est un droit, quoi. Enfin, je veux dire, voilà. Non, mais au-delà de... Lui, il râle déjà, Kevin. Mais c'est Dès qu'il prend la parole, il râle. je ne sais pas si vous avez vu, il y a une petite polémique, justement, qui s'est soulevée. Là, il y a certains partis d'opposition qui ont trouvé, en fait, que le timing est trop court, voilà, pour la révision de la liste. Moi, je pense que, bon, c'est soulevé, une polémique pour la soulever. Hein. Si la commission électorale indépendante parle de 3 à 4 semaines, je crois, pour... 3 semaines pour réviser une liste électorale, c'est peut-être parce qu'elle a mis en place un plan d'action précis pour permettre de tenir le timing, en fait. Non, mais après, en même temps, on a vu également qu'il y avait des plans précis et des timings. Non, mais pour l'instant, non. Mais ce n'est pas exempté d'un report éventuel. Si le gouvernement constate que dans le timing est défini, ça s'est déjà fait, on n'a pas pu réaliser le taux d'enrôlement qu'on souhaiterait, le gouvernement a cette capacité. C'est ça, parce que je comprends que l'opposition veuille jouer son rôle d'opposition, mais tout de même, je veux dire, la commission électorale indépendante, elle est indépendante. Voilà, il ne faudrait pas se dresser contre elle. Sinon, non, mais c'est vrai, sinon, juste, en fait, sinon, c'est nous faire croire, en fait, que la commission serait sous le joug du pouvoir en place et qu'elle n'est pas finalement indépendante. Et je trouve que c'est un... Non, ils ont juste envie de dire que vous donnez 3 semaines pour enrôler des millions d'Ivoiriens. On estime que c'est très court. Plutôt que de faire une date et d'aller à la prorogation, vous pouvez par exemple avoir une date plus importante. C'est aussi ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire que pendant un certain nombre de temps, ils ont boycotté certaines élections. Donc du coup, il y a beaucoup de leurs militants qui n'ont pas pu voter. Ils estiment que 3 semaines, c'est trop court en fait. Il y a des gens qui ont dit à Abidjan ici que tant que Gbagbo ne rentre pas, eux, ils ne votent pas. Mais d'où ils estiment, je veux dire, je trouve ça très présomptueux que d'estimer que 3 semaines, c'est court. Voilà, laissez la commission indépendante, la commission électorale indépendante faire son travail. Si les 3 semaines sont écoulées et que justement la révision n'est pas effective dans son intégralité et dans son entièreté, là, ils pourront gueuler. Mais pour l'instant, il ne faudrait pas... Non, mais Kevin, je ne suis pas d'accord avec toi. Non, c'est de leur droit. Non, c'est de leur droit. Ah oui, c'est vrai, tu n'es pas d'accord. C'est de leur droit d'exprimer leurs craintes, d'exprimer leurs réserves. C'est important. Parce qu'il ne faut pas perdre de vue que le processus électoral, c'est un processus électoral qui doit être inclusif. Et aujourd'hui, l'objectif même du gouvernement, même en prenant des décisions, c'est de faire en sorte que tous s'attendent sur le minimum pour qu'on puisse avoir des élections apaisées. Donc, s'ils estiment aujourd'hui que ces 3 semaines sont courtes, c'est leur droit. Voilà, c'est leur droit. Et puis, bon, c'est une inquiétude qu'ils émettent. Mais moi, je pense que ça tient son fondement. En réalité, dans le principe des choses, l'enrôlement, la révision de la liste électorale devait être annuelle, en fait. C'est-à-dire, chaque année, on devait procéder à la révision de la liste électorale, ce qui n'a pas été fait. Oui. Donc, quand on tombe dans les années électorales et que c'est maintenant qu'on fait la révision,
tout le monde a tendance à comprendre généralement que les choses sont un peu précipitées. Mais comme je le dis, ça n'exempte pas, le délai donné par le gouvernement n'est pas exempté de report éventuellement si on constate que le processus n'a pas c'est deux théories. Il y en a qui disent, on donne une date, si ce n'est pas fait, on peut proroger. C'est ça. Et il y en a qui disent, mais plutôt que de faire prorogation, donner une date plus large pour éviter qu'on soit dans la prorogation. En fait, pour ces ça. des dates, en fait, il faut C'est qu'on ça. dise les choses clairement. On a compris ça avec les Ivoiriens. Il y a eu des situations en Côte d'Ivoire ici où on a donné un délai très long, mais les gens traînaient les pas avant d'aller le faire. Voilà. Et généralement, quand on fait 3 semaines, vraiment, généralement, les gens courent pour aller le faire et au final, tout le monde rentre. Les élections précédentes, c'était la même chose. Ça n'a jamais changé. Ça a été toujours 3 semaines. Je ne sais pas pourquoi c'est maintenant. Comme on nous dit, c'est trop court. Et puis- La deuxième chose sur laquelle je vais terminer, moi, sincèrement, je regarde cette caméra, je le dis, c'est le lieu pour les jeunes. Ceux qui ont eu 18 ans, ceux qui veulent changer le monde, ceux qui veulent tout inventer. Vraiment, allez-y vous inscrire sur la liste électorale. Ce n'est pas sur Facebook, on va changer le monde. Ça, c'est clair. Allez-y vous inscrire, soyez sur la liste électorale, allez-y voter. Si vous ne voulez pas d'Alassane Ouattara, vous votez Le contre lui. non-vote, c'est un droit aussi. Hein. Oui, Non, mais les dire, places les plus... dire être sur Non, Facebook, Kevin, j'ai le droit de ne pas aller voter je et suis de d'accord, critiquer le je suis d'accord gouvernement. avec Mais en fait, Voilà. qu'est-ce qui serait plus efficace? Ce qui est- en fait, ce que aller je veux voter dire- pour faire changer ou Ce que bien je veux dire- Mais Brice, tu conviens avec moi qu'il y en a qui votent blanc. Enfin, Oui, je veux sais, dire, ce c'est que je cool. veux dire, Kevin. Voilà, si on me dresse justement un parterre de personnes Non, mais et dans, votez- mais et dans ce votez- parterre-là, il y j'ai a voté personne blanc, qui faut me être déjà sied. sur la liste. J'ai pas fini. Oui, d'accord. Brice, Voter s'il te blanc, plaît. ne pas voter du Faut être tout. sur la liste. Non, hein. mais J'ai pas vous jouez fini, sur s'il la vous liste. plaît. Laissez Kevin Et en paix. Kevin, ce que je veux dire simplement, c'est que les places les plus cruelles en enfer, c'est pour ceux qui, à un moment de leur vie, ont refusé de choisir. Ne pas choisir, comme tu le dis là, c'est un choix. Mais aujourd'hui, ça ne sert à rien de voter blanc, de ne pas voter et après aller s'asseoir sur Facebook pour écrire non, il faut enlever lui là, il faut déposer lui là. Non, il faut arrêter la critique pour la critique. Allons-y pour aller s'enregistrer sur la liste électorale. Point barre. Et après, on change ce qu'on a envie de changer clairement. Point barre, virgule, point barre, comment? S'inscrire sur la liste électorale, c'est un devoir citoyen. Voilà. En tout cas, je pense que cette séquence de l'émission devrait quand même être passée en boucle à la CEI et que la CEI vienne communiquer parce que vraiment, il n'y avait pas une meilleure façon de faire la pub et d'inviter les gens. Donc la CEI, dans votre plan de communication, là, quand même, prenez cette séquence-là et souvenez-vous de Live TV parce que là, quand même, on a posé un acte citoyen en faveur de la révision électorale. paye Daouda. Ouais, Daouda aussi, il a même des directives comme un billet d'avion. Bon, on vous retrouve tout à l'heure et je vous rappelle tout à l'heure qu'André Bois, dans le cadre de Sans langue de bois, reçoit donc en invité M. Éric Aimé Sémien. Il est le président de l'Observatoire ivoirien des droits de l'homme. Vous regardez le Grand Talk, on marque nous une courte pause et on se retrouve pour la suite avec tous nos amis, tous nos chroniqueurs et des sujets. On parle tout à l'heure, pour notre grande polémique, des mots nouchi qui font leur entrée dans le dictionnaire Le Petit Robert. A tout de suite. Le chorégraphe. C'est une chanson de techno. Le titre c'est Artiste Nigeria. Rara. Franchement, j'aurais parié que le titre c'était Ah ouais, ah ouais. Non, ça, c'est pas un titre. Non, parce qu'il fait ah ouais, ouais, Kevin, non. après ah ouais, ah ouais, il fait Rara. Oh, Ah, En fait, toi, à part José, il n'y a pas d'autres artistes en Côte d'Ivoire. Dans ouais. le monde même. Oui, oui. Tu alors. exagères. Il assume. Tu référais que J'assume tu totalement. sois louangeur. La chanson parle du fait qu'il, en tant qu'Africain, il faut penser à rapporter tout ce qu'on a comme énergie, valeur. comme richesse, tout ce qu'on peut faire pour aider le pays. Voilà. Et donc Rara, ça veut dire quoi? Voilà, d'accord. Ok. Et donc Rara, ça veut dire quoi? Rara. Oui. Non, c'est une expression. C'est peut-être que c'est une Mais il nous nomenclature. traduit le truc, ça veut dire quoi? My country people. C'est des gens Mais du- Rara, ça veut dire quoi? Rara, oh. Mais c'est rare. Ça veut dire oui, oui, oh, c'est ça? Ok. Je demande juste, tu traduis, je pense que tu comprends. Quand c'est comme ça, il n'y a personne qui va au On peut coin. mettre le siège au coin, s'il vous plaît. Ah ouais. Juste pour, Je vais moi-même, je vais faire ça. Voilà, poser le siège au coin. Oui, oui, il parce faut que poser le j'ai siège au l'impression coin. qu'il est Ouais, pas là. Daouda, tu es haineux. Ouais. Tu es haineux. Merci Daouda. Je tiens à signaler que Daouda a bénéficié De au cours de sa famille. Il a l'humilité, il est immunisé. Ça sort même Il bénéficie pas. de l'humilité. Donc, il ne pourra plus aller au coin. Je ne vais jamais au point Non, toute mais cette ça, c'est de saison. l'arbitraire. Toute cette saison. Vous savez ce qu'il a fait. Eh ben, Mais dis attention, donc. il peut être déchu. De son titre On peut la lui honorifique. retirer. Et je Voilà. pense que ça va se faire très vite. Oui, je Non, sens. je sais aussi. que tu es en train de connaissant. comploter pour ça, justement. T'inquiète. Oui. Bon, les amis, j'ai une autre musique juste avant de vous annoncer les mots. C'est cette musique-là.
Eliane, s'il te plaît. Tout le plateau, non pas Kevin, ça va, c'est Oui, lui. Isabelle, je lui laisse la latitude. Non, je veux voir. Kevin, ça lui 7 Pour moi, je veux voir, j'ai pas vu. La Noussi la plus classe de l'année s'appelle Isabelle Vauvor. Mais regardez-la. Retour la musique, s'il vous plaît. Allez. Bravo Isabelle, bravo. Franchement, même les musiciens, je suis content. Là, alors, il y a de nouveaux mots. J'en parle avec quelqu'un sur le plateau. Il y a de nouveaux mots qui ont fait l'entrée dans le petit Robert. Raina. Oui, Brice, ce sont des... Mais moi, je sais pas pourquoi tu me dis moi. Moi, je suis pas contente, donc je sais pas pourquoi tu me... Bon, Ouais, okay. Non, mais c'est ça, c'est dans notre coup de donc, cœur, coup de gueule. en gros, il y a les mots Nouchi, c'est quoi, s'enjailler et Oui, sinon, brouteur. Donc, ils sont entrés dans le dictionnaire français. Écoutez bien, le dictionnaire français. Coup de cœur, coup de gueule. Voilà, donc, pour vous, c'est un coup de gueule. Pour moi, c'est un gros coup de gueule. Pour moi, c'est un gros coup de gueule. Coup de cœur pour moi. Voilà, coup de cœur pour Isabelle, coup de cœur. Donc, pourquoi c'est un coup de gueule pour vous? Et puis, on fait le tour rapidement, s'il vous plaît. Alors, ça va être un coup de gueule pour moi parce que, tout simplement, je suis d'accord avec la reconnaissance de l'argot ivoirien, etc. Mais pour moi, il y a la langue française, il y a l'argot ivoirien. La langue française a son argot. Il n'y a pas besoin que l'argot ivoirien soit validé par le Larousse français pour que ça lui donne de la valeur. Donc pour moi, c'est cette forme de validation par la langue française, ça me dérange énormément. Très bien. Et voilà, c'est un coup de gueule. Merci, Raina. Isabelle, moi, vous avez dit coup de cœur ou coup de gueule? Non, coup de cœur. Coup de cœur, oui. Non, moi, en fait, c'est une forme de valorisation de la langue Nouchi. Par la langue française. Non. Laisse-la finir au moins. C'est une forme de valorisation de la langue Nouchi qui est propre à l'ivoirien, mais qui va s'internationaliser en fait à travers donc le petit Robert. Je sais qu'il y a un dictionnaire Nouchi qui existe, qui a été... Kevin, je crois que tu avais le nom. Oui, qui s'appelle Le Nouchi de Côte d'Ivoire. Il a été écrit par Arsène Kadi. Voilà, par Arsène Kadi. Mais je veux dire, ça ne peut pas aller au-delà de nos frontières. Alors que là, aujourd'hui, on a une reconnaissance internationale. Je vais prendre par exemple le terme brouteur. Brouteur, ce n'est pas quelque chose qui est noble de façon générale, mais je veux dire, c'est un concept qui est propre à l'ivoirien. Donc, on ne peut pas trouver un autre nom que ça pour pouvoir le qualifier. Donc le fait que ça se retrouve dans le dictionnaire, bon, pourquoi pas? Parce que c'est un terme en fait qui est utilisé par tout le monde aujourd'hui, même au niveau de la police. Donc moi, je suis pour ça. Rien à voir. Non, moi, je suis franchement contre. Contrairement à Isabelle, je ne vois pas la valorisation. Franchement, moi, ça ne me donne pas envie du tout de tomber dans le triomphalisme. Ça me laisse totalement perplexe. Et pour-toi. Non, mais il ne faut pas utiliser les termes trop lourds, quoi. Je dis triomphalisme. Enfin, non, on n'est pas en train de s'extasier non plus. On dit juste... On dit juste que je termine. Oui, en tout cas, moi, je ne comprends pas les gens justement qui s'extasient là-dessus ou qui valident parce qu'en fait, ça me laisse, comme je l'ai dit, indifférent. Et d'ailleurs, bon, le mot lago, par exemple, c'est un mot qui a été vulgarisé par des rappeurs français ou des chanteuses de variété française, notamment la chanteuse de Chaim, qui est une chanteuse française qui a un titre qui s'appelle Lago. Bref, et on va pas se mentir. Il y a un cadre ici qui s'appelle Monsieur Lago, au passage. Ah bon, voilà. D'un point de vue académique, le Nouchi n'est pas un langage à vulgariser, à mon sens, de un. Et c'est vrai que c'est une sorte de patrimoine national, on est tous d'accord pour le dire. Mais quand quelqu'un s'exprime beaucoup, voire beaucoup trop en Nouchi, ça nous laisse un peu un relent d'illettrisme. On va pas se mentir. D'accord, mais en même temps, on se rend compte que ce n'est pas tout le Nouchi qui est transposé dans le petit web. C'est quelques mots. Pourquoi? Eh bien, ce qu'Isabelle dit, par exemple, aujourd'hui, c'est qu'il y a des termes qui sont repris, même hors de Côte d'Ivoire. Pour dire qu'aujourd'hui, lorsque quelqu'un est qualifié de brouteur en Côte d'Ivoire ou ailleurs, ça peut permettre justement que cette personne-là soit au fait. Mais selon vous, le fait de trop utiliser le Nouchi, ça dégrade un tout petit peu. Si vous avez envie de vous imprégner, de baigner dans le champ lexical nouchical, si justement je peux dire ça, il existe des livres, comme on l'a dit, le livre La Côte d'Ivoire, le Nouchi de Côte d'Ivoire, qui a été écrit par Germain Arsène Kadi. C'est 1000 mots en Nouchi qui ont été définis en français. Vous achetez le livre au lieu de vous extasier parce qu'en fait, l'ago est dans le... Aujourd'hui, le Nouchi fait partie de notre culture. Moi, je n'ai rien contre le Nouchi en lui-même. Je n'ai rien contre le Nouchi en lui-même. Moi, ce que j'ai contre, c'est l'appropriation du français du Nouchi. C'est simple, quand Isabelle parle de la valorisation,
il n'y a pas de problème. Mais pourquoi est-ce que c'est de valoriser le nouchi que de le mettre dans un dictionnaire français? Pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas la promotion du livre, du dictionnaire nouchi en lui-même? Pourquoi est-ce qu'on ne l'exporte pas? Ce que j'ai envie de dire, c'est qu'on va pas attendre d'être dans le langue français pour l'exporter. Isabelle répond à ça et Daouda, vous avez la parole avec Élisée. Répondez à ça. En fait, Vous précisez votre pensée surtout. Non, en fait, c'est des mots qui sont utilisés en fait par l'Ivoirien, qui sont repris donc par le petit Robert. Donc c'est-à-dire qu'aujourd'hui tout le monde pourra l'utiliser parce que c'est comment dire. Il faut savoir que le nouchi en fait c'est une contraction. C'est de l'argot français aussi. Non, c'est parce qu'on l'utilise que ça a été repris par le petit Robert. C'est de l'argot français propre à l'Ivoirien. Donc pourquoi pas ne se retrouver en fait dans le dictionnaire français? C'est pas de l'argot français. Si, c'est de l'argot français propre à l'Ivoirien. Propre à l'Ivoirien. Parce que brouteur, pour dire que c'est pas non plus pas flotteur, qui est un mot qui est vraiment qui peut être tiré de l'argot ivoirien, mais brouteur on peut estimer que c'est un mot. Oui, mais s'enjailler. Oui, s'enjailler, boucantier. S'enjailler, boucantier, ça vient de l'anglais enjoy. Oui, donc c'est pas de Retenez l'argot une seule français. chose. Moi, je vous ai tous écouté sincèrement. Je veux dire, la Côte d'Ivoire, c'est 63 ethnies. Et on a la langue nationale de la Côte d'Ivoire ici, c'est le français. Et la Côte d'Ivoire fait partie des pays de la francophonie. Donc c'est quand vous voulez que vous reconnaissez ça en fait. Je peux terminer. Et donc, là, par contre, là, il a raison de vouloir terminer. Là, il a raison. Je le laisse. Terminez. Donc, le nouchi, en fait, fait son entrée en Côte d'Ivoire dans les années 70. C'est pratiquement dans les années 90, en fait, que le nouchi commence à prendre de la propension, tout et tout, avec les années blanches et autres, dans les écoles. Et donc, 63 ethnies, les gens ne se comprennent pas. Mais ils ont une chose en partage qui est le nouchi. Donc là, je peux être sûr que moi, je suis tout à fait d'accord avec ce point de vue. Non, de toute façon, il y a des mots nouchis que moi, je ne comprends pas. Oui, je sais, mais au moins, quand le gars... En Côte d'Ivoire, c'est quelque chose que le thème que tu utiliseras dans la rue, tu comprendras au moins ce que... Même celui qui n'est pas allé à l'école, tu comprendras. Aujourd'hui, quand moi je vois le mot brouteur, l'argot, l'enjaillement rentrer dans la langue française... Vous développez une forme de fierté, c'est ça? Allons-y vite. Je suis assez fier et même à ce propos, Abdou Diouf, paix à son âme, qui était le président de la francophonie, avait dit la Côte d'Ivoire est l'un des rares pays au monde qui enrichit la langue française. Dans la mesure où, ce que vous ne savez pas, la langue, c'est pourquoi à l'école on parlait des langues vivantes. La langue, elle est évolutive en fait. Donc, si la langue n'est pas enrichie par d'autres mots, ça ne sert à rien. C'est vrai, non, parce que si, pour terminer, non, je termine. Terminez, Daouda, parce que là, ça fait 2 minutes que vous êtes en train de parler, Daouda. Quand je vous entends dire, oui, pourquoi la langue française, franchement, arrêtez avec ce panafricanisme ou bien ce populisme qui est prélatif. Voilà. Non, je le dis clairement. Non, je vais le gâter, mais c'est ça. Je suis tout à fait d'accord. Il a tout bien dit. Il a tout bien dit. Et vers la fin, je comprends votre réaction. Non, mais c'est constant. Les amis, Élisée ne s'est pas exprimé sur la question. Voilà, je comprends votre réaction. Il avait tout bien commencé. C'est consternant. Élisée, vous êtes terminé avec vous. Que la fin d'une chose vaut mieux que ça commence. Bon, moi, ce que je veux dire, je veux déjà dire que, à l'attention de tous, on n'inscrit pas un mot dans un dictionnaire parce qu'on a envie de l'inscrire. Ceux qui sont habilités à inscrire un mot dans un dictionnaire, c'est des spécialistes. Et ce n'est pas sur la base juste d'un ressenti qu'ils le font, mais c'est sur la base d'une étude scientifique, sur la base d'un certain nombre de paramètres qui permettent de valider ces mots-là dans le dictionnaire. Donc, sur cette base, je pense déjà qu'on peut leur accorder ce crédit. Ça, c'est déjà un. Deuxièmement, moi, je crois que c'est honorifique pour la Côte d'Ivoire qu'on ait des mots qui soient partis de la Côte d'Ivoire et qui aujourd'hui se retrouvent dans le dictionnaire. La langue française est enrichie. Il y a des mots anglais qui aujourd'hui font partie du dictionnaire français, qui sont dans le français. Le français en lui-même, comme on le parle aujourd'hui, c'est une évolution de plusieurs langues, partant du latin jusqu'à ce jour, partant même du grec jusqu'à ce jour. Donc c'est quelque chose qui est évolutif. Arrivé à la faculté de linguistique à l'université. Et c'est là que vous verrez la capacité et la force que le nouchi a. En le disant, on ne dit pas qu'il faut carrément prendre tout le nouchi et le mettre dans le dictionnaire. Non, amis, mais on est en train d'évoluer. Et pour moi, c'est quelque chose qu'on doit valoriser. C'est une très bonne chose. Ce que je vous propose, comme vous avez des points de vue à donner, je vous propose qu'on en reparle demain sur ce plateau-là. Et puis, vous aurez vos points de vue à donner. Jusqu'à demain. Il a envie de pleurer. Tu vas mourir avec ça. Juste après, vous retrouvez donc André Bois, juste après le JT dans le cadre de 100 langues de bois. Je vous le disais tout à l'heure, qui reçoit Éric Aimé Sémien. Il est le président de l'Observatoire ivoirien des droits de l'homme, l'OIDH. Nous, on vous dit à demain. Merci. À demain, on continue sur le nouchi. Merci Daouda, merci Élisée. Merci Brice. Comme on dit, quelque part en nouchi, on se rejoint. C'est rejoint.
C'est un région. C'est un région. On se région. Ou bien c'est Raymond Bélé. Daouda. Daouda, je vais lui faire l'immunité. Merci. À tout de suite. Bonsoir à tous et bienvenue sur cette édition de Sans langue de bois. Je vous retrouve comme tous les jeudis après donc, le numéro du Grand Talk proposé par Brice Sano pour parler de quoi? Désinformation, dialogue politique, lutte contre la vie chère, CMU, CEI, affaire 46 soldats ivoiriens retenus au Mali, arrestation de Pulséric Ballet, la dernière sortie du commissaire du gouvernement sur justement le fait de pouvoir filmer les policiers. Tout ça, ce sont des sujets de droits de l'homme. C'est ce qu'il nous dit. Lui, c'est le président de l'Organisation ivoirienne des droits de l'homme, Éric Aimé Sémian, qui est notre invité dans cette édition de Sans langue de bois. Bonsoir, monsieur Éric Aimé Sémian. Bonsoir, monsieur André Bois. Vous êtes le président, on l'a rappelé, donc, de cette Organisation des droits de l'homme. Et tout de suite, commençons par votre actualité. Vous êtes sorti récemment dans la presse et on a relayé donc, dans la presse votre courrier au procureur de la CPI pour demander une reprise des procès ou en tout cas de l'enquête. C'est quoi? Vous êtes contre la réconciliation nationale? Merci, monsieur Bois. D'abord, il faut préciser que l'OIDH, c'est l'Observatoire des droits de l'homme. Alors, le 3 octobre 2022 dernier, nous avons envoyé un courrier à monsieur le procureur de la Cour pénale internationale pour lui rappeler que ça faisait déjà 11 ans que la Chambre préliminaire 3 de la Cour pénale internationale avait autorisé le bureau du procureur, la CPI, à enquêter sur les faits qui se sont déroulés en Côte d'Ivoire. Donc 11 ans après, nous étions en droit de nous poser des questions et de nous interroger. Est-ce que cette décision d'ouverture d'enquête lui a permis de mener des enquêtes autant que cela se devait? Ensuite, en février 2012, le procureur a encore été autorisé à faire remonter ces enquêtes jusqu'en 2002. Donc la période des enquêtes que la CPI devait faire en Côte d'Ivoire s'étendait de septembre 2002 jusqu'en 2010, sinon même 2011. Là, ce qu'on a vu jusqu'à présent, c'est que ces enquêtes ont permis 3 mandats d'arrêt et un procès. Un mandat d'arrêt a été annulé, celui à l'encontre de Mme Simone Gbagbo. Mais on n'a eu qu'un seul procès qui, de surcroît, s'est soldé par un acquittement. Un acquittement qui, selon les juges, est imputable, n'est-ce pas, au bureau du procureur. Tout ça, vous nous ramenez dans le contexte, c'est bien, vous êtes un juriste, on le sait, mais en même temps, vous portez aujourd'hui la parole d'un observatoire ivoirien des droits de l'homme, dont vous êtes sensible à la paix sociale. Donc, on veut comprendre pourquoi, pour vous, il faut absolument que nous allions à des procès. Pour la simple et évidente raison que, pour parvenir à une réconciliation, qui puisse vraiment réconcilier tous les Ivoiriens, il faut qu'on passe par la vérité et la justice. C'est justement parce qu'on ne le fait pas depuis que jusqu'à présent, on continue à avoir des scènes de violence politique et des scènes de violence communautaire. Des faits se sont déroulés en Côte d'Ivoire sur les 20 dernières années, mais jusqu'à présent, toutes les responsabilités ne sont pas situées. Il y a eu des événements à Abobo, à Yopougon, à Djokwe, à Nonkwa-Kouté, en remontant plus loin à Monoko Zoï, à Dania, Pélézi, etc., beaucoup de massacres et de faits pour lesquels on n'a pas encore de responsabilité située. Pour nous, la réconciliation devrait aller de pair avec l'impératif de justice et de lutte contre l'impunité. Vous savez ce qui se passe dans d'autres pays qui ont connu des affres beaucoup plus dures et difficiles que le nôtre. C'est le cas du Rwanda. Vous savez que ces problèmes ont été réglés hors du contexte ou du moins de la justice classique. Et vous êtes un juriste et vous tenez pertinemment à porter justement un débat qui peut créer une fracture au sein de la société. La justice n'est pas toujours celle qui arrive à réconcilier les habitants d'un pays, à voir le cas du Rwanda par exemple. Mais en prenant votre propre exemple avec le Rwanda, figurez-vous qu'il y a eu des procès au Rwanda. Il y a même eu un tribunal pénal pour le Rwanda qui a rendu de nombreuses décisions de justice, de condamnation. Et il y a également les mécanismes résiduels qui continuent le travail. Donc ne dites pas qu'il n'y a pas eu de procès au Rwanda. Non, je ne dis pas qu'il n'y a pas de procès, mais vous savez que le gros de la situation a été réglé par des gachacha. S'il vous plaît. Est-ce qu'on peut en parler? Il y a eu une conjonction de mécanismes ayant permis de faire la lumière sur la vérité. Ils ont eu des processus de justice transitionnelle. Ce que nous, on n'a pas bien fait ici, ce qu'on n'a pas bien mené, en fait, c'est un processus, une approche holistique qui permet d'assurer une bonne coordination entre les mécanismes judiciaires et les mécanismes non judiciaires. Ce que nous avons vu ici, c'est plutôt des procès épars et disparates. La CPI fait des procès. Au niveau national, on a des procès. On a eu une commission vérité et réconciliation, mais bien avant, on a eu un forum pour la réconciliation.
Je ne sais même pas si vous vous souvenez encore des recommandations de ce forum, encore moins où se trouve le rapport de ce forum. Oui. Voilà, on ne sait pas où se trouve le rapport de la commission Vérité et Réconciliation, alors qu'il y a du bon là-dedans. Oui. Donc comment est-ce que, dans une approche intelligente, on parvient à mettre tout ça ensemble pour que, pour une fois, les Ivoiriens sachent ce qui s'est passé? Figurez-vous que nous évoluons, mais on est en 2022, 20 ans après 2002, on ne sait toujours pas qui sont les responsables de certains faits. Mais finalement, puisque vous, et ce sont les termes, c'est la presse qui a du mal à traduire vos propos, vous dites qu'il faut qu'on déclenche aussi des enquêtes contre un camp. C'est ça aussi qui peut paraître paradoxal de la part de la société civile. Peut-être que la solution que vous auriez pu proposer, c'est une solution qui permette vraiment d'atteindre un niveau non seulement d'apaisement, mais qui nous évite de recommencer les affres du passé. Est-ce que c'est forcément un procès ou une enquête contre un autre camp? Non, cher monsieur, notre courrier est public, il faut bien le lire. Oui. Nous avons invité le procureur de la CPI à faire le bilan de ces enquêtes et de ces poursuites en Côte d'Ivoire. Oui. La décision d'ouverture d'enquête sur la Côte d'Ivoire, la décision du 3 octobre 2011 était claire, qu'il fallait que le procureur poursuive, fasse la lumière sur tous les faits qui sont susceptibles d'entrer dans la compétence de la Cour pénale internationale et dans tous les camps. Ouais. Donc, dans un camp, on a eu un acquittement, Côte d'Ivoire 1, c'est comme ça qu'il a appelé ça. Alors, si ce n'est pas le président Gbagbo, ce n'est pas M. Blé Goudé qui a commis ces crimes, mais qui les a commis. Donc, je parle de cette femme d'Abobo, je parle du bombardement du marché d'Abobo, je parle de la marche réprimée devant la RTI le 16 décembre. Voilà autant de faits qui se sont déroulés et qui ont fait des victimes. Oui. Donc, si ce n'est pas ces deux autorités, qui a commis ces faits? C'est encore de la responsabilité du procureur de faire la lumière sur ces faits. De l'autre côté, on n'a encore pas eu de poursuite, ou du moins, il nous a dit qu'il enquêtait dans Côte d'Ivoire 2, et on n'a pas encore eu de résultats. Du coup, pour résumer, notre courrier visait en fait pour lui, à demander au procureur de faire la lumière sur l'ensemble de ces enquêtes dans les deux camps. Mais vous savez, je ne vous ai toujours pas entendu sur une proposition qui, pour nos concitoyens, serait vraiment quelque chose de différent de ce que demandent les camps politiques. Vous savez, le camp politique qui soutient le président Gbagbo vous demandera une enquête dans le camp Ouattara. Le camp Ouattara dira que l'enquête a été bâclée du côté du procureur et vous l'avez reconnu. Donc, que la société civile n'ait pas une voix médiane ou différente, c'est le questionnement qu'on a aujourd'hui. Oui, mais cher monsieur, je ne suis pas en train de parler en termes de camp. Ouais. Je vise une décision de justice. On est en droit international. La décision du 3 octobre 2011 est une décision produite par une juridiction internationale qui, de surcroît, a été appelée par la Côte d'Ivoire elle-même. C'est l'ancien président Gbagbo qui a, le 18 avril 2003, appelé la CPI. Oui. M. Ouattara a renchéri le 14 décembre 2010 et le 3 mai 2011. Donc la CPI ne s'est pas invitée en Côte d'Ivoire, on l'a appelée. Maintenant, sur la base d'une décision, il est demandé à la CPI d'enquêter dans tous les camps. Donc nous estimons même que, même dans un camp, ce n'est pas bien fini, mais dans l'autre camp, on ne voit rien. Alors, à côté de cela, nous avons d'autres propositions. L'autre proposition, c'est que... C'est laquelle, hein? Pour nous, il faut un processus holistique de justice transitionnelle, c'est-à-dire une combinaison de mécanismes judiciaires et non judiciaires, ce qu'on n'a pas encore fait jusqu'à présent. La réconciliation, ce n'est pas lorsque des leaders politiques se rencontrent, ce n'est pas lorsqu'on donne un passeport à un leader politique, ce n'est pas, je vais dire, lorsqu'on organise un dialogue politique. La réconciliation en Côte d'Ivoire, c'est la conjonction de tout un faisceau de données et d'éléments à prendre en compte dans une approche qui parte du bas jusqu'au haut. C'est-à-dire qu'il faut que les populations, à un niveau vraiment terre-à-terre, soient, n'est-ce pas, au centre du processus de réconciliation. Très bien. Je vais vous donner des exemples. Oui, attendez, juste avant vos exemples, je vais quand même une question. Vous êtes observatoire des droits de l'homme en Côte d'Ivoire. Et avant la création de votre organisme, vous étiez dans d'autres. Vos observations disent quoi précisément sur ces crimes qui ont été commis? Une dernière question là-dessus. Parce que c'est vrai, vous demandez un travail de justice, mais il est bon que la société civile, à un certain moment, puisse, de façon factuelle et sans position qui pourrait mécontenter les uns ou les autres, donner une position qui soit une position conforme aux faits. Est-ce que ça, vous l'avez fait en tant qu'observatoire? Mais monsieur, ça c'est notre travail quotidien. Il faut nous suivre de près, nous et bien d'autres organisations de la société civile pour comprendre. Regardez, nous sommes en 2022, on parle encore de réconciliation. Mais ça fait 20 ans qu'on parle de réconciliation en Côte d'Ivoire. Ça, ce sont de grands mots. Moi, je veux savoir, là, prenons 2020. Oui. Il y a eu des élections dans un contexte assez difficile. Oui. Qu'est-ce que vous avez constaté qui montre que les droits de l'homme n'ont pas été respectés dans ce contexte-là? Laissez-moi aller et peut-être vous comprendrez mieux. Okay? Voilà. Ça fait 20 ans que nous parlons de réconciliation. Depuis le général Gueye, depuis le président Gbagbo, deux choses. Soit on ne se pose pas les bonnes questions,
soit ceux-mêmes qui parlent de réconciliation constituent eux-mêmes une partie du problème. Ouais. Pour nous, il faut d'abord commencer par faire la lumière sur les faits et situer les responsabilités. Pour revenir à votre question, Très bien. En 2020, est-ce que vous savez qu'on a eu une crise post-électorale en 2020? Et l'OIDH s'est rendu dans toutes les localités où il y a eu la violence, mais le constat a été effarant. Ce que nous avons constaté est même au-delà de ce qui nous a été rapporté en termes de crimes et en termes de blessés. En allant plus loin, nous avons constaté qu'il y a une grande fracture entre les communautés. Pas plus tard que la semaine passée, nous étions à Dabou. Très bien. Dans les villages de Dabou qui ont été sinistrés, dans les villages où il y a eu des conflits. Mais cher monsieur, malgré tout le balai de visites qu'il y a eu là-bas, on n'a pas avancé d'un iota à Dabou. C'est la même chose à Bonois, c'est la même chose à Daoukro, c'est la même chose à Béoumi. Et regardez un peu, quand il y a des violences communautaires, auparavant, avec le boycott actif en 1995, on brûlait les édifices. Ouais. Maintenant, on s'égorge et on joue au ballon avec les têtes. Très bien. Et ça n'émeut personne. Ça n'émeut personne. Nous avons produit un rapport. Oui. Nous avons produit un rapport le 18 février 2002 à la face de la nation où nous avons demandé des sanctions exemplaires. Parce que nous avons constaté, en tout cas en l'état de nos recherches, qu'il y avait plus de 100 personnes qui avaient perdu la vie, autant de blessés, et on a trouvé des communautés divisées et fracturées. Arrêtons-nous sur ça. Aujourd'hui, vous avez la possibilité d'ester en justice. Oui. Qu'est-ce que vous faites justement de cette possibilité que vous donne aujourd'hui, la Constitution ivoirienne, pour porter un certain nombre de situations? Parce qu'on n'a pas toujours le sentiment que la société civile, on va parler de ça, vous êtes complètement dans votre rôle. Là, aujourd'hui, vous pouvez porter plainte, vous pouvez pousser justement des victimes à aller vers la justice que vous réclamez. Mais manifestement, vous êtes à la traîne des politiques. Non, cher monsieur, ne prenez pas le raccourci, ne prenez pas le chemin de la paresse. Mais dites-moi. Je dirais que ça, c'est un chemin de paresse. Mais dites-moi, les faits nous disent le contraire. Hein. Il faut savoir faire la part des choses. Très bien. Nous travaillons au quotidien avec les communautés et avec les groupes de victimes. Et notre plaidoyer consiste, dans un premier temps, à faire comprendre aux autorités que la fracture sociale est grande. Donc, il ne suffit pas de s'asseoir dans la capitale et de tenir de grandes réunions. Il faut aller donner la parole aux victimes, aux communautés, qui se regardent déjà en chien de faïence. Nous avons trouvé des problèmes de terre, des problèmes de plantation, des problèmes de, des problèmes de cohabitation qui n'attendent que la moindre étincelle pour reprendre. Oui. Voilà. Ma question était précise, hein. Je vais revenir là-dessus. Ça, je sais que la société civile fait beaucoup de réunions, etc. Mais concrètement, aujourd'hui, vous portez une affaire en justice ou pas? Quel est le résultat? Il faut qu'on rentre dans une société, même avec la société civile, on reproche ça à l'État, mais il faut que la société civile aussi soit vraiment efficace, soit concrète. Quels sont les procès, quelles sont les situations pour lesquelles vous avez demandé des comptes à la justice? Est-ce que vous avez été écouté? Est-ce que vos affaires qui ont été estées en justice ont donné des résultats? Cher monsieur, il faut que vous me laissiez parler pour comprendre, pour ne pas faire de conclusion hâtive. Non, sur la question, je souhaiterais que vous répondiez à mes questions. Voilà. Donc, on fait l'effort de répondre aux questions. Laissez-nous aller jusqu'au bout. Oui. Okay? Voilà. Concernant les violences qui se déroulent en Côte d'Ivoire, notamment les violences de 2020, la justice a ouvert des enquêtes. Et nous suivons de très près. On a reçu la communication officielle, selon laquelle des procès seront ouverts très bientôt. Ouais. Nous nous réservons le droit, le cas échéant, de nous constituer partie civile, parce que nous travaillons avec des groupes, n'est-ce pas, de victimes. Voilà. Alors, nous regardons le déroulement de la justice se faire, parce que rendre justice, c'est d'abord une prérogative de l'État. Okay? Donc, c'est si l'État ne veut pas ou bien ne peut pas qu'en ce moment, nous, on peut se lever et puis saisir des instances internationales. Donc, ça, vous attendez l'État. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Non, vous avez dit quelque chose. Il y a des procédures. M. Sémian. Il faut que vous compreniez. Vous me dites, je vous pose une question, vous répondez à côté. Vous me dites que c'est le rôle de l'État de déclencher des affaires, du procureur, etc. Moi, la question que je vous pose, est-ce que vous avez déjà intenté une action? Cette réponse, vous ne l'avez pas, ce n'est pas bien grave. Évoluons. Non, s'il vous plaît. Est-ce que vous l'avez? Une action intentée pour les victimes en Côte d'Ivoire. Oui. C'est la question que je vous pose. Directement devant les juridictions ivoiriennes. Oui. Non. Nous nous sommes mis dans une position d'observer tous les procès qui se déroulent et de donner notre point de vue. Donc, voilà, très bien. S'il vous plaît. Depuis 2015, nous avons observé tous les procès en Côte d'Ivoire qui se sont déroulés dans le cadre de la crise post-électorale. Et dans notre plaidoyer, nous avons fait des conclusions et des observations. Lorsque nous n'étions pas d'accord avec la façon dont les poursuites étaient conduites, nous l'avons dit. Dans le cas des violences de 2020, ce que nous disons, c'est que nous attendons l'ouverture de ces procès. Ouais. On attend l'ouverture de ces procès. Ça fait 2 ans, je vous rappelle.
Oui, mais justement, nous avons eu l'honneur d'être reçus par les autorités judiciaires, les autorités de poursuite. Voilà, et nous attendons ça ne va l'ouverture. pas vous plaire, mais on a le sentiment que vous êtes des auxiliaires des politiques. Et ça, c'est ce que... Non, parce que on va revenir totalement au rôle de la société civile. C'est-à-dire qu'il y a un combat que je pense que vous pouvez porter, sans violence, mais dans le respect, pour dire aux politiques, il y a d'autres Ivoiriens qui sont de la société civile, qui n'ont aucun intérêt de partisans, mais qui veulent que les choses avancent. Et c'est la question que beaucoup d'Ivoiriens se posent. Est-ce qu'on peut leur donner une réponse claire? Oui, nous sommes là pour telle action ou pas? Ok. Est-ce que je peux vous répondre? Oui, allez-y là-dessus. Voilà. Je vous disais tout à l'heure de ne pas prendre de raccourci. Très bien. Voilà. Nous sommes dans un pays aujourd'hui où il n'est plus possible qu'un Ivoirien puisse se prononcer sans que... Je ne parle même pas de société civile d'abord, je parle du citoyen lambda. Un Ivoirien ne se prononce sans qu'on ne le taxe d'être pro ceci ou pro cela. Alors, il faut éviter ce raccourci parce que, figurez-vous que tous les Ivoiriens ne sont pas nécessairement dans les partis politiques. Ensuite, après tout ce qui s'est passé comme violence en Côte d'Ivoire, il y a bon nombre d'Ivoiriens qui ne sont plus intéressés par l'activité des partis politiques. En tant que société civile, je m'engage à vous faire comprendre qu'il existe bel et bien des acteurs de la société civile qui n'ont aucun intérêt à être dans telle chapelle ou dans telle autre chapelle. Très bien. Les discours que nous tenons, et à un moment donné, ça devient, je veux dire, une espèce d'injure faite aux Ivoiriens. C'est comme si on nous dénie le droit, n'est-ce pas, de penser librement sans... Je vous entends utiliser des gros mots, je ne veux pas me mettre à votre place, mais ce n'est pas une question d'injure. Il y a une catégorie d'Ivoiriens qui se posent des questions sur le rôle de certains Ivoiriens qui ont décidé de se mettre au devant d'un certain nombre d'actions. Donc c'est normal qu'on se demande quelle est l'efficacité de votre action. Ce n'est pas bien grave. Repartons toujours sur... on laisse ces questions éminemment politiques, mais vous allez voir ce qui vient aussi un peu politique. Vous avez fait une déclaration sur la CMU qui m'a un tout petit peu interloqué. Vous dites que c'est une erreur de rendre la CMU obligatoire. Vous êtes observateur des droits de l'homme, vous êtes un militant des droits de l'homme. L'obligation de la protection sociale est quelque chose qui est éminemment associé à un État. Monsieur Éric Sémian, on ne devrait pas être contre l'obligation d'une protection sociale adressée à tous les Ivoiriens. Et sur ça, je suis resté interloqué, comme sans doute beaucoup d'Ivoiriens. Qu'est-ce que vous leur répondez? Alors, cher monsieur, il faut bien comprendre ce que nous disons. Très bien. Il faut nous demander ce qu'on a bien voulu dire par là avant de faire des conclusions. Je reviens un peu en arrière sur votre question de tout à l'heure pour dire que, en ce qui nous concerne, comme beaucoup d'autres acteurs, nous menons des actions et des combats sans aucune affinité politique. Ça, et nous demeurons convaincus que nous avons des résultats. Je crois que nous avons des résultats. Oui. Sur la question de la couverture maladie universelle, voilà ce que nous avons dit. Très bien. Nous avons dit que dans un État, il est normal qu'il y ait une couverture maladie. Oui. Voilà. Ça entre dans l'ordre normal des choses. Très bien. Tout État qui aspire au développement devrait avoir cette couverture maladie. Mais le constat que nous faisons après analyse, c'est que peut-être qu'il aurait fallu mieux penser la chose. Mieux penser la chose, c'est-à-dire faire en sorte que les Ivoiriens adhèrent volontairement à cette politique et qu'elle soit bien comprise. Qu'il y ait premièrement une bonne communication là-dessus. Vous savez, la loi est faite pour les hommes, ce n'est pas les hommes qui sont faits pour la loi. Donc, le produit allait prendre plus facilement si les Ivoiriens s'étaient vus expliquer la couverture maladie universelle d'une façon qui fasse qu'ils acceptent. Monsieur Sémian, vous n'avez pas écouté ma question? J'ai écouté votre question, mais j'arrive. Oui. Vous me laissez parler. Voilà. Ce que nous disons, c'est qu'en l'état actuel, quand on rend la CMU obligatoire dans des actes de la vie civile qui ne sont pas nécessairement en lien avec la couverture maladie universelle, pour un retrait de passeport, pourquoi encore, pour une inscription à l'université, etc., c'est ce modèle de communication que nous dénonçons. Il y a mille autres manières de faire comprendre aux Ivoiriens qu'il y a l'exigence d'adopter une couverture maladie universelle. Je vous donne un exemple. Il y a autour de 3 500 000 Ivoiriens qui se sont déjà enrôlés. Qui se sont affiliés. Ça fait un peu plus de 12% de la population ivoirienne. Mais depuis ces 2-3 ans, est-ce qu'on peut faire un petit bilan? Qu'est-ce que ça a donné? Est-ce que ça a permis d'améliorer? Vous savez que vous faites un peu de la politique, mais ça vous dérange que je dise ça, mais vous faites vraiment... J'ai le sentiment que j'ai affaire en face de moi à un politicien. La question est simple. Vous êtes un protecteur des droits des Ivoiriens. Et l'un des droits les plus élémentaires, c'est le droit à la santé et à la couverture. On dit que tous les Ivoiriens doivent obligatoirement avoir une couverture. C'est-à-dire que c'est à leur avantage. Et vous me dites que vous parlez de communication. Non, ça n'a rien à voir. Est-ce que le principe de l'obligation est quelque chose que vous, en tant qu'organisateur des droits de l'homme, vous acceptez? Non, monsieur, ça, je vais vous arrêter. Ça a tout à voir.
Ça a tout à voir. Si nous sommes des militants des droits de l'homme, c'est justement pour protéger l'intérêt du consommateur, l'intérêt du citoyen lambda, c'est-à-dire l'intérêt du citoyen qui se trouve à Tout-le-Pleu, qui se trouve à Kanakono, qui n'a pas le même niveau d'éducation que vous et bien d'autres Ivoiriens. Je parle de ce même citoyen à qui on a demandé d'accepter des augmentations de prix. Je parle de ce même citoyen qui subit aujourd'hui l'augmentation du coût du carburant. Je parle de ce même citoyen qui, en cette période de rentrée, a du mal à scolariser ses enfants. Et je suis plus à l'aise à le dire parce que ce n'est pas des questions pour lesquelles il y a, je veux dire, des mesures pour les gens de tel parti ou de tel autre parti. Ça concerne tous les Ivoiriens. Il faut qu'à un moment donné, on aborde ces genres de questions d'une façon qui nous place bien au-dessus des chapelles politiques. Mais Diane, pourquoi en Côte d'Ivoire, quand on pose une question, vous avez toujours le chic de bien vouloir voir que c'est pro ceci ou c'est pro cela. Ce que nous regardons, je l'ai dit d'entrée de jeu, une couverture maladie universelle, mais elle est la bienvenue. C'est ce qu'il faut pour les Ivoiriens. Mais comment est-ce qu'on fait la rencontre entre ce produit et les Ivoiriens? C'est de ça que nous parlons. Quoi est-ce qu'en le disant, nous sommes en train de prêcher pour une chapelle politique? Quand on aura dit ça, j'irai plus loin, s'il vous plaît, j'irai plus loin. En ce moment, ce n'est pas tant ce que les Ivoiriens ont envie d'entendre, que ce produit est obligatoire, alors qu'on est obligatoire pour d'autres actes de la vie civile qui ne sont pas en lien direct avec la santé. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire, si j'ai besoin de faire un passeport, si j'ai besoin d'inscrire mon enfant à l'université, si j'ai besoin de faire... Bref, vous êtes plus occupé par le droit d'obtention d'un passeport que par rapport au droit de la santé. Enfin, c'est ce que je dis, je ne comprends pas. Le document passeport, excusez-moi, ce n'est pas un droit élémentaire comme la santé qui vous préoccupe tant. Donc c'est pour ça que je ne vous... On va pas... L'impression que nous avons, c'est peut-être qu'on est en train d'inverser les choses. D'accord. Voilà. Très bien. On est en train d'inverser les choses. Pour nous, il faut que déjà, après 2-3 ans, on nous fasse une espèce de bilan de cette CMU, on nous dise, avec tel nombre d'adhérents, voilà ce qu'on pourra atteindre comme résultat qui nous permettra d'améliorer le système sanitaire de telle façon, et d'une façon claire. Si vous avez votre CMU, voilà les prestations claires que vous aurez. Très bien. Vous comprenez? C'est ce que les Ivoiriens ont envie d'entendre. Mais ce qui nous est sorti, c'est un décret qui rend obligatoire, n'est-ce pas? En fait, on a l'impression qu'on communique plus sur l'obligation d'adhérer plutôt que sur le contenu. Permettez-moi que je vous relance là-dessus. Tout à l'heure, vous avez donné l'impression que le journaliste que j'étais n'écoutait pas. Manifestement, j'ai le sentiment que vous ne connaissiez pas la CMU et vous vous êtes permis d'en parler. Parce que la CMU, il y a une liste de soins, je vais vous inviter à aller sur les sites, il y a une liste de produits, etc., pharmaceutiques, et tout ça, ça existe. Hein. Et je pense que c'est votre rôle d'informer nos concitoyens sur l'existence de ces choses-là. Passons. Nous n'allons pas passer. Je pose une question, vous allez revenir là-dessus. Je vais peut-être réagir sur ça. Parlons de la société civile, avec ce qui se passe dans le cas de Pulchéri Balé. C'est quelqu'un que vous avez été voir, on a vu un peu partout, en prison, etc. Est-ce que le rôle de Pulchéri Balé n'est pas symptomatique de la société civile ivoirienne qui finalement se perd un peu dans son combat? Parce que c'est vraiment une question de fond. Est-ce que la société civile ivoirienne n'est pas en train de se perdre, puisqu'aujourd'hui, on n'est pas totalement efficace, on est toujours sur des questions de principe, alors qu'il s'agit d'aider la population concrètement. Est-ce que vous sentez les choses comme ça, monsieur Éric Aimé-Sémiran? D'accord. Bien avant ça, je voudrais revenir sur la question précédente que vous avez posée. Non, il ne faut pas dire ça. Il ne faut pas dire que nous ne connaissions pas la CMU et nous nous sommes prononcés. On ne pouvait pas prendre le risque de ne pas regarder les documents publics et de ne pas écouter les autorités publiques sur la question avant de nous prononcer. Vous savez le nombre de médicaments auxquels nous avons consulté. Oui, nous avons consulté. S'il vous plaît. Nous avons consulté la liste. Notre problème n'est pas à ce niveau. Ce que nous avons dit, il faut bien l'entendre. Nous avons dit, c'est bien. Ce que le gouvernement fait, c'est vraiment bien pour permettre aux citoyens de se soigner. On dit qu'il faut faciliter la rencontre des Ivoiriens avec ce produit-là. Pour qu'ils puissent prendre, il faut faire en sorte que les Ivoiriens l'entendent bien et correctement. Donc, au lieu de communiquer sur la forme, regardons un peu le fond, le contenu. Qu'est-ce que le système de santé en Côte d'Ivoire est prêt à offrir? Figurez-vous que beaucoup d'Ivoiriens à qui on demande la CMU, sont allés se faire assurer dans des assurances privées pour bénéficier de prestations. Pourquoi? Il faut se poser la question. Pourquoi est-ce que les Ivoiriens tournent le dos? On ne va pas refaire tout ça, M. Sémiran, pardonnez-moi. Pourquoi les Ivoiriens tournent le dos aux hôpitaux publics? Pourquoi les Ivoiriens, de leur grande majorité, sont en train de recourir à des assurances privées? Je vous donne la parole pour vous permettre de livrer les idées de votre organisation. La CMU, c'est un système qui est national pour tous les Ivoiriens qui n'ont pas les moyens d'aller tous s'assurer sur le privé. Donc, on ne peut pas parler du privé. Vous êtes, une organisation des droits de l'homme. Donc, sur ça, vraiment, je voudrais quand même qu'on revienne sur le rôle de la société civile. Évidemment, on a 30 minutes, on ne peut pas répondre à tout. Mais ce qui arrive à Pulchéri Balé, est-ce que ce n'est pas le symbole d'une certaine déviation du rôle de la société civile? Alors, nous n'avons pas à juger Mme Pulchéri Balé.
nous n'avons pas à dire ce qu'elle est ou ce qu'elle n'est pas. Ce que nous regardons, c'est des positions de principe. Très bien. Comme vous parlez de la société civile, nous, ce que nous défendons, c'est des positions de principe. Très bien. Voilà. Nous avons été un peu surpris de son arrestation et nous l'avons fait savoir par plusieurs moyens, du simple fait que pour nous, il existe une loi portant protection des défenseurs des droits de l'homme. Pour nous, cette loi n'a pas été respectée. On ne regarde pas la personne de Mme Puchéry, on regarde simplement le fait qu'il y a une loi qui existe qui, de notre point de vue, n'a pas été respectée. Qu'est-ce que la loi dit précisément sur ça? De la même façon que vous, les journalistes, vous avez mené un combat pour obtenir, n'est-ce pas, une dépénalisation. La dépénalisation. Ouais. De la même façon, à travers la loi 2014-388 du 20 juin 2014 portant protection des défenseurs des droits de l'homme, les militants des droits de l'homme ne peuvent être, au regard de l'article 5 de cette loi, ni poursuivis, recherchés et arrêtés pour les opinions émises et pour les rapports, n'est-ce pas, qui ont été produits par eux dans l'exercice de leurs fonctions. Très bien. Donc là, voilà. Vous êtes clair, pour vous, Puchéry Baldé a été arrêté injustement. Pour nous, c'est une question de principe. Très bien. Vous terminez cette émission. Ça veut dire, ça aurait été elle, ça aurait été n'importe quel défenseur des droits de l'homme, nous sommes prêts à faire la même chose. D'autant plus que, devant les tribunes internationales, que ce soit au Conseil des droits de l'homme ou devant la Commission africaine des droits de l'homme, la Côte d'Ivoire est fière de dire qu'elle est le premier pays africain, qu'il est le premier pays africain à avoir adopté une loi portant protection des défenseurs des droits de l'homme. Et nous sommes fiers. Très bien. Ça a été une bonne initiative, mais encore, il faut respecter la loi. Oui. C'est ce que nous disons. Très bien. Permettez que je vous pose une dernière question. Et notre plaidoyer est clair. Oui. Nous estimons qu'en l'État, il faudrait peut-être songer à éviter que ce genre de situation arrive, de voir des militants des droits de l'homme arrêtés dans l'exercice de leurs fonctions. Ça n'honore pas notre pays. Ça n'honore pas notre pays et nous ne sommes pas d'accord avec ça. Très bien. Alors, nous demandons donc sa libération. Une dernière question et on termine là-dessus. 46 de nos compatriotes sont en ce moment au Mali. Vous êtes l'Observatoire ivoirien des droits de l'homme. Vous avez pu voir des membres de leur famille. Quelle est votre lecture finalement de leur arrestation? Et est-ce que vous avez pu voir des membres de leur famille parler avec eux, les rassurer? Alors, je voudrais revenir sur ce que c'est le rôle de la société civile. Ouais. Voilà. Notre rôle, ce n'est pas de nous substituer à l'État ou aux partis politiques. Notre rôle, c'est, si vous voulez, de contribuer à éclairer l'opinion publique. D'accord. Notre rôle, c'est de contribuer à faire de la sensibilisation sur ce qui peut arranger, n'est-ce pas, le peuple. Ça devient une question qui n'est plus à cacher. On nous a fait comprendre que la diplomatie s'en occupe, donc on souhaite que les choses entrent dans l'ordre normal et qu'une suite favorable soit, n'est-ce pas, trouvée. Donc, seulement, nous avons des interrogations. D'accord. Nos interrogations, c'est que... C'est lesquelles? Assez rapidement, pour terminer. Assez rapidement. À tout le moins, il y a eu dysfonctionnement. Dysfonctionnement dans la façon dont ces militaires sont entrés, n'est-ce pas, au Mali. À tout le moins. Ouais. Nous aurions souhaité une meilleure communication à l'endroit des Ivoiriens. C'est-à-dire que le ministre de la Défense vienne devant les institutions telles que le Parlement, donc l'Assemblée nationale, pour expliquer aux Ivoiriens... C'est la fin de l'émission, je ne veux pas vous relancer, mais ça quand même, on a entendu plusieurs fois. Et le porte-parole du gouvernement et le gouvernement dire qu'il y a eu dysfonctionnement, il y a eu mésentente. Ce n'est pas la même chose. Donc ça a été dit. Ce n'est pas ce que nous disons. C'est ça que souvent ça qui pose Ce problème. n'est pas ce que nous disons, Moi, je suis factuel. Non, je vous relance là-dessus. Moi, je suis très factuel. Quand quelque chose a été dit, le porte-parole du gouvernement a dit, oui, il y a pu avoir des dysfonctionnements. Le ministre de la Défense l'a dit. Vous ne pouvez pas venir nous dire encore... Expliquer aux Ivoiriens qu'il y a des différences. Ça a été fait. Peut-être que votre lecture est ailleurs. Et c'est celle-là que j'ai sans doute pas compris. Mais si vous ne me laissez pas terminer, comment voulez-vous que j'aille jusqu'au bout pour que vous puissiez comprendre? Allez-y, on termine là-dessus. Voilà. Ce que nous disons, c'est que la diplomatie permet d'avoir des résultats, mais en même temps, il faudrait que la démarche soit claire. Nous ne comprenons pas pourquoi est-ce que c'est la CEDEAO qui est aux avant-postes, n'est-ce pas, de ces négociations, alors qu'on a des institutions ici qui auraient pu le faire. C'est-à-dire quoi? Que le ministre de la Défense vienne parler aux parlementaires et qu'il y ait pourquoi pas une commission d'enquête parlementaire. Pourquoi on n'a pas mis nos institutions de la République en avant plutôt que d'aller recourir à la CEDEAO, qui de notre point de vue devrait être l'institution qui allait intervenir en dernier ressort. En dernier ressort. En dernier ressort, voilà. Très bien. Donc ça nous fait nous poser des interrogations en tant que société civile et nous allons le faire savoir. Pour finir, je voudrais vous dire ceci. Très rapidement, parce qu'on doit terminer. Le rôle de la société civile, c'est d'observer, de faire des propositions, d'accompagner le gouvernement quand cela se doit et d'attirer l'attention du gouvernement lorsque nous estimons que les choses ne vont pas dans le sens qui est souhaité. Très bien. Voilà, il faudrait qu'on puisse le comprendre comme ça. Éric Aimé Sémian, pardonnez-moi de vous couper les impératifs de temps. Vous savez, cette émission, Sans langue de bois, est une émission où on prend le pari de se dire un peu de vérité et
je vous rassure, un peu de vérité, ça n'a jamais détruit le monde. C'est plutôt un moment de consolidation de notre contrat social. Et nous invitons tous nos leaders, nos partenaires, j'allais dire, à venir ici, à parler avec nous en toute franchise pour que nous puissions regarder la Côte d'Ivoire et ses concitoyens droit dans les yeux. Je vous remercie. C'était le numéro de Sans langue de bois de ce jeudi. Merci, M. Sémian, et à bientôt.